7, 8 knots. Check. Alors, on prend le temps bonsoir devant votre main, niveau 0 est gauche et attendez. Et bien, bonsoir de... Conseil, bonsoir de dans la France, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to room service flight number 8401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la zone aéro, j'espère que vous allez bien. Et vous avez vu le petit cadre qui est là? Il y a Nico qui va s'afficher, il est là dans quelques instants. Salut Nico, comment est-ce que ça va? Est-ce que déjà tu nous entends bien? Je pense que oui, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez? Bah écoute, pour l'instant, tout va bien. Nico qui s'est délocalisé. Problème de micro là. Bah non, écoute là ça va, ça marche pas trop mal. Ah bah super. Voilà, donc parfait. Bon, et ben écoutez les amis, déjà avant toute chose, on va pas déroger à la tradition, meilleurs vœux à toutes et tous. Passez une très bonne année sous les signes de l'activité, enfin des activités aériennes, du vol, du pilotage, de la sécurité en vol bien évidemment. Donc on vous souhaite toutes les meilleures choses et puis plein d'émissions avec la zone aéro bien évidemment. Et toi aussi, mon cher Nico, bonne année à toi. Bah oui, bonne année, meilleur à tout le monde. Hein. Plein de rubriques, des ailes et des pages. Avion, poster. Voilà, plein de choses. 4 sur 5, le son. Ok, le son de Nico, le son général. Dis-nous, Sky. Alors, il y a déjà du monde hein, sur le chat. Julo, et alors, il y a toute l'équipe de modération qui est là. Il y a Fabien, il y a Julo, il y a Jordan qui est là. Il y a oui, donc j'ai dit, il y a Ceslac qui est arrivé. Qui est-ce qu'on a encore? J'ai vu Skyflyer, j'ai vu Free Flight. Il y a notre ami Alicia qui est connectée, 0K également là. Lord Gibus qui est en train de manger, bon appétit à toi. Donc bienvenue encore une fois dans la zone aéro pour ce démarrage de 2024. On espère que les fêtes se sont bien passées et que vous avez pu suivre éventuellement les replays que vous avez pu rater sur la chaîne YouTube. En tout cas, j'ai vu que les statistiques étaient montées, donc merci à vous d'être de plus en plus fidèles à suivre, à regarder l'émission. On vous prépare encore beaucoup de choses pour cette édition 2024, cette année 2024 en tout cas. Avant toute chose, merci pour les liens. Merci Fabien. Avant toute chose, on accueille les derniers followers de la chaîne. Il y a la pensée de derrière qui est arrivée tout à l'heure. Ace9, dédicace de Inforea, qui devrait d'ailleurs rejoindre le collectif POC si tout va bien. On va en rediscuter ensemble. On sera plusieurs dans le collectif POC dont la zone aéro et Inforea. Edixo, Cathy Ouchka, on a Alexandre Monacafé 08. On a une dédicace de Samuel Etienne qu'on remercie. Vous connaissez, hein, le présentateur de Questions pour un champion qui fait du stream, dont certains modérateurs sont aussi modérateurs de la zone aéro, et inversement. Donc on a eu une dédicace il y a quelques jours. On a eu un Célat bis, Arbanet 82, Lyozar, Scootmap, Poyoyo, on a tout ce qu'on prend, notre ami Robin qui nous a fait également une dédicace pour la zone aéro, on a The Rantil qui a pris un abonnement, enfin il y a beaucoup de monde. Allez, on va faire ASNL 55 500, Boudkani, Pilote Emi, Ardra, voilà, il y a pas mal de gens qui sont arrivés pendant les fêtes. Et aussi grâce à la dernière émission avec notre ami le lieutenant-colonel Dimitri, émission de Lepner, pendant laquelle, vous avez pu le voir, on a eu quelques petits soucis de connexion, mais c'est résolu puisqu'on a une connexion toute neuve. Donc là, logiquement, aujourd'hui, vu la bande passante qu'on a, ça doit plus sauter. Ça doit être nickel. Voilà pour les petites infos. Je vous rappelle que si le programme vous plaît, comme d'habitude, vous pouvez soutenir la zone aéro. Comment? Très simplement, en prenant un sub sur Twitch. Vous cliquez sous vos écrans, vous vous abonnez. Si le programme vous plaît, vous pouvez follow la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous avez les notifications et vous savez quand est-ce qu'on démarre le live. Ça pourrait faire d'activer le réacteur qui est ici. Puis si vous vous abonnez, c'est un sub. Et s'il y a un sub, ça déclenche la manche à air qui soufflera pas dans le cou de Nico puisqu'il n'est pas là. Mais d'habitude, ça lui souffle dans le cou. Bon. Et puis en fait, dernière petite chose aussi, si vous ne voulez pas ou si vous ne pouvez pas vous abonner sur la zone aéro, vous pouvez subir les publicités. Je crois qu'il y en a une pendant le live qui doit faire 1 minute 30 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, vous avez le choix. Si vous voulez pas de pub, vous prenez un petit sub, c'est
Je ne sais plus si c'est 2,99 €. C'était ça pendant le mois de décembre, il me semble. Et je ne sais pas si c'est pas repassé à 3,49 €, quelque chose comme ça. Bon, bref, ça fait pas beaucoup, ça fait le prix de 2 cafés. Donc, si le programme vous plaît et que vous êtes un aficionado de la zone aéro, n'hésitez pas à prendre les subs, puisque nous, derrière, ça nous permet aussi d'investir dans du matériel et de vous proposer d'autres choses, dont le prochain programme qu'on va lancer avec la zone aéro, c'est dimanche prochain. Ce dimanche là qui arrive, première de Push to Talk. Voilà, le chat me confirme, un sub c'est 3,99 €. Merci beaucoup. Oui, c'est pas non plus énorme. Donc n'hésitez pas à le faire. Et pendant 30 jours, vous pouvez voir les replays, vous pouvez voir les lives, vous pouvez participer, poser vos questions, vous pouvez tout faire. C'est magnifique. Et en plus, vous avez plus les pubs. Et ça, c'est un gros plus, je vous garantis. Le serveur Discord, oui, le serveur Discord il est à disposition, le lien va apparaître dans le chat. Première de Push to Talk dimanche et vous aurez besoin du serveur Discord si vous voulez participer, on vous donne la parole. Les chroniqueurs vont aborder un certain nombre de sujets dimanche. Je peux déjà vous annoncer qu'il y aura le plein de chroniqueurs normalement pour ce dimanche et la prochaine ce sera le 17, on en reparlera en fin d'émission. Donc on verra un petit peu tout ça ensemble. Et puis donc Push to Talk, le principe, pendant 2 heures, 19h, 21h le dimanche, premier dimanche du mois, troisième dimanche du mois, les chroniqueurs abordent un sujet en particulier sur l'aéro, et puis on vous donne la parole, vous pouvez venir témoigner, raconter une expérience personnelle, venir même poser des questions à nos chroniqueurs, et ça se passe sur le Discord. Donc vous rejoignez le serveur Discord, et puis un des modérateurs va vous accueillir et pourra vous proposer de passer quelques minutes à l'antenne et de venir discuter, c'est le principe, la convivialité, un peu comme au bar de la zone, discuter tous ensemble en live, en direct pendant l'émission avec les chroniqueurs. Et les chroniqueurs vont tourner, vous verrez, ça devrait être assez intéressant. D'ailleurs, les chroniqueurs, vous pourrez déjà retrouver les fiches signalétiques sur le site de la zone aéro. Vous allez sur lazoneaero.fr, rubrique Push to Talk dans le menu, et vous aurez déjà une partie des chroniqueurs qui participeront de manière assez régulière à l'émission avec les petites fiches de présentation. Vous pouvez le faire après l'émission, comme ça au moins, vous raterez rien. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Le reste, on en parle tout à l'heure, puisqu'on reparlera du programme de ce mois de janvier qui va être assez riche, vous verrez. Et puis, sans plus attendre, je vous propose de déposer le plan de vol de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Et c'est parti, on va faire apparaître le sommaire ici, le voici, la petite checklist qui s'affiche avec les actualités du terminal qui arrivent dans un instant. Il y a 4 petites news à aborder ce soir ensemble. Je pense que Nico réagira sur ces 4 petites news, dont une. Il y en a 4, voilà, c'est ça. T'en as une 5e? Oui, j'ai une news aussi, moi. La 5e, c'est que j'ai eu des cadeaux. T'as eu des quoi? Un cadeau de Noël. Ah, d'accord, on en parlera. C'est lié à l'aéro, donc on en parlera, il n'y a pas de problème, on en rajoute une 5e. Alors attends, que nous dit Sky, j'ai pris un sub, mais le réacteur ne s'est pas déclenché. On n'a pas eu l'alerte en fait. Est-ce que si tu actualises ton navigateur, Sky, ça va fonctionner ou pas? Des fois c'est ça, il faut actualiser le navigateur, ça m'est déjà arrivé. Donc, actualité du terminal dans un instant, l'actu de la zone aéro, puis la séquence de ce soir, stabilisée en croisière, et nous aurons le plaisir d'accueillir une jeune pilote, c'est Marion Jean-Marie, qui va nous expliquer un petit peu son parcours de pilote professionnel et puis de ses occupations actuelles. On va voir avec elle déjà comment se passe une formation, puis surtout qu'est-ce qu'on fait après une formation, comment est-ce qu'on trouve son premier emploi ou pas. Voilà, ça fonctionne. Merci Sky pour l'abonnement. Si vous voulez soutenir la zone, vous faites comme Sky. Avec un Prime, vous êtes abonné gratuitement pendant 30 jours également. Merci beaucoup à toi. Marion, on la retrouve tout à l'heure, après l'actualité du terminal dans la rubrique Stabilisé en croisière. Et vous pourrez poser vos questions, justement, à Marion, par rapport à sa formation, par rapport à son métier actuel, par rapport à tout ce que vous pouvez imaginer comme question autour d'une formation de pilote professionnel, et on en parlera avec elle sans hésiter. Et puis évidemment, en fin d'émission, la séquence foire aux questions, remise de gaz, comme à la fin de chaque émission. Vous avez la parole, on revient, si vous voulez, sur quelques questions qu'on n'a pas forcément pu parler pendant le direct, ou
voilà, qui se sont décalés. Je vous rappelle que toutes les questions, on les met de côté et on peut les faire afficher sur l'écran, bien évidemment. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, puis vous pourrez aussi poser des questions autour de la zone aéro ou du programme, comme bon vous semble. Ce seront les 5 dernières minutes de l'émission de ce soir. Voilà. Et salut Justice AVD qui vient d'arriver. Bienvenue et meilleurs vœux également. Alors, bah écoutez, ça y est, la checklist est faite. On a déposé le plan de vol. Bah après le plan de vol, généralement, ce sont les actus du terminal. Donc c'est parti. Et on est parti pour les actus du terminal. Alors, une première actu, vous en avez sûrement entendu parler, parce que ça fait les grands titres. Hein. Un crash qui a eu lieu du côté du Japon, crash à Tokyo, très exactement. Alors, avec ces quelques petites illustrations que j'ai pu vous afficher. C'est une issue particulièrement heureuse, si on peut dire, qui aurait pu faire en tout cas beaucoup plus de victimes. On ne peut pas parler de quelque chose forcément d'heureux. Mais voilà, à Tokyo, Haneda, après une collision entre deux avions, un Airbus A350, alors pas tout à fait quasiment neuf, mais en tout cas de dernière génération, Airbus A350 de Japan Airlines, lors de son atterrissage, qui rentre en collision avec un petit un biturbopropulseur des gardes-côtes japonais qui se préparait à décoller sur la même piste. Et par chance, les 379 occupants de l'A350, dont 367 passagers, ont pu être évacués avant que l'appareil ne soit entièrement détruit par un incendie brasier, donc issu évidemment du carburant hein, qui restait à l'intérieur. Il y en a seulement quelques-uns qui voilà, ont eu quelques blessures. En revanche, on peut souligner l'efficacité du personnel de cabine japonais qui a réussi en 90 secondes, en moins de 90 secondes quasiment, à évacuer l'intégralité de cet avion. Et ça doit être souligné. Alors, il y a peut-être aussi un élément culturel, et ça, je pense que peut-être l'enquête en reparlera, c'est que c'est vrai que les Japonais sont des gens qui sont extrêmement disciplinés. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le métro au Japon, mais chacun fait sa queue, personne se double, etc. Donc, si ça s'est passé comme ça pour l'évacuation, ben on gagne du temps. Quand on leur dit de ne pas récupérer les affaires, ils laissent les affaires, ils sortent. Enfin, voilà. C'est une autre mentalité, et ça peut être aussi et probablement sauver des vies, et il faut que ce soit dit. En revanche, ça s'est beaucoup moins bien passé pour le Dash. Déjà, la première photo, elle vous montre de toute façon un petit peu l'écart de dimension entre l'A350 et le Dash. Alors, je ne sais pas si vous avez été à côté d'un Dash, mais un Dash, c'est déjà gros. Donc, quand vous mettez l'autre avion à côté, vous vous rendez compte que ça fait du dégât, bien évidemment. 5 des 6 occupants du Dash 8, malheureusement, ont été tués lors de l'accident. Il y a juste le commandant de bord qu'ils ont réussi à sortir, mais le pauvre est dans un état critique parce qu'il a eu des brûlures assez profondes. Alors, la collision en elle-même s'est produite à 17h47 local, ce qui veut dire que c'était 1 heure après le coucher du soleil. Donc déjà, premier élément environnemental, coucher du soleil, arrivée de la nuit, obscurité, difficulté donc de voir et peut-être de localiser un avion qui est sur la piste. Donc, ça aide pas à la situation, évidemment. Et donc la 350-900 de Japan Airlines venait d'atterrir sur la piste 34 droite. Et c'est alors que le Dash 8 a fait ce qu'on appelle une incursion de piste, hein, donc il est rentré sur la piste et donc les deux avions se sont fauchés littéralement sur la piste. Donc l'A350 impliqué dans l'accident, c'est le MSN 538 qui a été livré neuf à la compagnie japonaise en novembre 2021. Il assurait une liaison régulière entre Sapporo, île de Hokkaido au Japon, et Haneda. L'avion, le Dash 8 de la Japan Coast Guard était donc un Dash 8 315, immatriculé Juliette Alpha 722 Alpha. Il devait rejoindre l'aéroport de Niigata, tout simplement pour assurer une mission de soutien aux secours qui sont déployés actuellement dans la région suite aux différents séismes dont vous avez peut-être entendu parler. Donc il y a eu des catastrophes et ça, c'en est une de plus qui se rajoute à nos amis japonais. Donc l'enquête
s'annonce donc pour les prochains mois va s'intéresser très probablement à ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les différentes clearances, les autorisations qui ont été données par les contrôleurs du trafic aérien pour savoir si ce sont les bonnes qui ont été transmises aux avions et s'ils les ont bien respectées. Donc ça, c'est une première chose. Les échanges radio de la tour de contrôle de Tokyo Haneda, d'après l'AFP, qui a commencé d'essayer de récupérer les bandes son sur les plateformes de contrôle, d'écoute du contrôle aérien en ligne, semble étayer la version de Japan Airlines, puisqu'on a entendu à Japan 516 continuer votre approche. Donc a déclaré mardi un contrôleur aérien 4 minutes avant la collision. Un autre contrôleur aurait dit à l'inverse, aurait demandé à l'avion des gardes-côtes d'attendre à l'écart de la piste, selon la chaîne de télévision NHK qui cite une source au sein du ministère nippon des Transports, mais, et c'est là où ça se complique, d'après un responsable des gardes-côtes, également mentionné par la NHK, le commandant de bord du Dash aurait déclaré juste après l'accident qu'ils avaient bel et bien obtenu la permission de décoller. Voilà, donc on a bien un conflit de clairance qui s'affiche, et ce drame n'est pas sans rappeler non plus le célèbre crash le plus meurtrier de l'histoire. Pardon ? Tenerife, exactement. Donc, prochaine étape, ça va être de poursuivre l'enquête, d'essayer de récupérer les enregistreurs de vol, essayer de croiser un petit peu tout ça pour savoir ce qui se passe, et puis peut-être aussi regarder du côté des moyens techniques de surveillance des appareils au sol pour voir s'il n'y a pas eu un dysfonctionnement à ce moment-là. Ça pourrait être aussi une piste. Dans tous les cas, les gardes-côtes et le ministère nippon des Transports refusent pour l'instant de faire davantage de commentaires officiels sur l'affaire, puisqu'ils invoquent évidemment une enquête qui est en cours. Voilà, donc pour la première, un petit peu triste nouvelle du jour, mais en gros, ça permet d'avoir un petit récapitulatif de comment ça s'est passé. Deuxième petite nouvelle, on va partir du côté de la Nouvelle-Calédonie, et plus exactement du côté de la compagnie Air Calin, puisque c'est peut-être le retour d'une liaison directe entre Paris et la Nouvelle-Calédonie. Et c'est Georges Séléphant, le directeur de la compagnie Air Calin, qui a déclaré vouloir lancer une ligne avec escale, mais avec ses propres appareils, parce que pour l'instant, c'était pas assuré par Air Calin, entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole d'ici 2026. Donc dans une interview qui a été donnée au site Les Nouvelles Calédoniennes à l'occasion de la réception du deuxième A320 Neo de la compagnie à l'aéroport de la Tontuta de Nouméa, le 26 décembre dernier, il précise que la compagnie pourrait acquérir un nouvel avion long courrier pour assurer cette mission, et les appareils qui sont envisagés sont logiquement l'A350-900, celui dont on vient de parler du côté du Japon, qui a d'ailleurs tenu le coup jusqu'à l'évacuation avant de brûler complètement, mais c'est dire aussi qu'il y a peut-être la qualité de l'appareil qui a sauvé des gens, et un 787-900. Alors la ligne serait assurée à raison de 2 rotations par semaine, avec une escale en Asie du Sud-Est, probablement Singapour ou Bangkok, s'affranchissant ainsi de l'espace aérien russe, où c'est délicat de voler en ce moment, comparativement aux hypothèses d'une escale de ravitaillement à Tokyo ou à Séoul. Alors Air Calin souhaite maîtriser la grille tarifaire de bout en bout pour ses vols, et puisque aujourd'hui les vols ils sont aussi assurés par d'autres compagnies, notamment sur le segment entre Paris et l'Asie. Les dernières liaisons directes avec escale entre Paris et la Nouvelle-Calédonie étaient assurées par Air France jusqu'en mars 2003 en Boeing 747-400. Air Calin avait mis en service ses premiers gros porteurs des A330-200 entre Nouméa et Tokyo. Et à noter que Air Austral s'est également attaqué à ce marché en 2009, entre 2009 et 2012, avec une escale à La Réunion et une escale à Sydney. La flotte d'Air Calin aujourd'hui est composée de 2 Airbus A330-900, de 2 A320 Neo quasiment tout neuf, et d'un A319 loué auprès de la compagnie Amelia. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette annonce qu'a fait Air Calin il n'y a pas très longtemps. Prochaine petite news, et d'ailleurs on pourra en reparler avec notre invité de ce soir, mais également avec Nicolas, ce sont des nouvelles écoles qui refleurissent. La prudence est donc de mise.
Alors oui, j'avais prévu deux petites séquences vidéo. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir, on va le tenter en tout cas. Hop, c'est ici pour la première. La première, c'est, ça concerne la première petite news dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une petite vidéo embarquée à l'intérieur de l'avion pour vous montrer un petit peu comment les passagers ont vécu. C'est en gros entre le moment où l'avion se pose, vous allez voir, hop, on va le lancer. Voilà. Donc vous voyez, c'est pris à l'intérieur de l'avion, on voit un petit peu ce qui se passe. Vous voyez que les passagers restent calmes. Ils sont vraiment posés sur leur siège. Voilà. Et là, on voit en fait de l'extérieur l'A350 qui percute le Dash 8. Donc ça arrache une partie de l'avant et vous voyez que l'avion il continue en glissade sur l'avant. On voit donc les pompiers qui interviennent. Ce sont des images qui sont assez impressionnantes. Et je pense qu'à bord... ouais, le crash a eu lieu au moment où la 350 touche le sol. Ouais, c'est ça, où il venait de toucher le sol. Ça s'est joué à quelques secondes près. Voilà. Et là, on voit que le feu s'est propagé à l'intérieur de l'avion, mais du coup, les passagers ont été débarqués par des toboggans de l'autre côté. Après, il faut ajouter aussi, il y a peut-être un petit côté chance au niveau du vent. Oui. Quand ça souffle les fumées et le feu, etc. quoi. Oui, ouais, les conditions météo sont aussi un facteur environnemental qui peut expliquer un petit peu tout ça. Enfin, il y avait déjà eu un accident comme ça où un avion avait pris feu et il me semble que le commandant de bord avait mis l'avion dans telle position que, en fait, avec le vent, ça soufflait les flammes. Ouais, vers l'extérieur. À l'opposé de l'évacuation, en fait. Ouais, en tout cas, on voit que ça a bien brûlé. Heureusement que l'avion n'a pas dévié sur le taxiway. Exactement, exactement. Voilà un petit peu les images de ce que des gens en fait ont pu capter. Et justement pour parler de ce nouveau sujet dont on discutait il y a quelques secondes, sur les nouvelles écoles, je vous propose d'écouter une publication de Geoffroy Bouvet, qui est assez connu puisque c'est le président de l'APNA et qui a fait une communication il n'y a pas très longtemps et on en rediscute tout de suite. Alors est-ce qu'on l'entend ou pas? Alors on le voit. Mais je ne suis pas sûr qu'on l'entende. Alors attendez, hop. 600 élèves pilotes ont trouvé leur voie. On a maintenant des dizaines de parrains prêts à épauler nos futurs pilotes. Notre préparation en sélection a permis à près de 400 pilotes de réaliser leurs rêves et de rejoindre des compagnies aériennes. C'est ça l'impact de l'APNA. Notre combat, c'est tous les jours, pour nos membres, mais surtout pour les jeunes pilotes. En septembre, nous avons publié des témoignages de stagiaires lésés par une école de pilotage indélicate. Ces jeunes ont perdu énormément, parfois plus de 80 000 € et ils ont besoin de vous. De même, ces derniers mois, plusieurs écoles de pilotage ont fait faillite. Air West College, PFT, mais aussi IATIS et Alpha Aero. Leurs stagiaires, stoppés dans leur formation sans aucun remboursement, ont besoin d'aide. Faites un don, chaque contribution compte, et avec la déduction fiscale de 66%, un don de 100 € ne vous coûte que 34 €. C'est votre geste qui peut changer leur avenir. Depuis 1927, vous nous aidez à défendre nos futurs pilotes. Cette année, vous pouvez encore nous aider à garder nos jeunes pilotes dans les airs. C'est ensemble que nous pourrons écrire leur histoire. Merci. Voilà donc pour ce communiqué de Geoffroy Bouvet. Vous l'avez peut-être vu, il est passé sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, enfin il y a quelques jours, avec cet appel aux dons pour essayer de venir en aide aux différents élèves qui ont été victimes des crashs d'écoles qui ont eu lieu notamment depuis quelques temps jusqu'à 2023 où ça a été un peu une année noire dans ce cas-là. Donc la prudence est de mise, hein, puisque on se rend compte aujourd'hui, et Nico pourra le confirmer, qu'il y a de nouvelles écoles qui font surface. Et dans ces nouvelles écoles, on ne le sait pas forcément toujours, mais on va retrouver une partie de personnes à des postes clés qui sont plus ou moins impliquées dans ces dernières faillites. Donc en gros, quand on chasse quelqu'un par la porte, il revient par la fenêtre. Ça c'est assez commun. Donc l'intention de l'APNA en tout cas est bonne,
d'appeler justement à l'aide des personnels, des gens de l'aviation pour essayer d'aider des futurs pilotes en devenir. Ça, c'est très clair et on est d'accord là-dessus. Toutes les aides sont bonnes à prendre. Mais je pense, en tout cas, et il y a un paquet de gens qui pensent aussi comme ça, qui serait peut-être en fin de temps de mettre tous ces dangers, quelque part, hors d'état de nuire, avec l'appui des autorités qui, pour l'instant, malheureusement, ont plutôt tendance à fermer les yeux et même autorisent des personnes qui sont, comment dire, malheureusement fichées, si on ose dire, à réouvrir des structures et probablement pour les mêmes résultats s'ils emploient les mêmes méthodes. Donc des résultats encore catastrophiques, que ce soit en termes d'instruction, voire en termes financiers, et mettre encore des gens dans l'embarras. Donc la prudence est encore, je dirais, plus que jamais de mise en ces derniers temps, notamment dans les choix de garantie qui sont apportés dans ces nouvelles structures. Renseignez-vous, méfiez-vous, ne croyez pas des gens... ne croyez pas je veux dire, la parole des gens, prenez le temps, comme on dit en aviation, il est urgent d'attendre. Donc prenez le temps de bien analyser, de faire attention un petit peu à tout ça, pour éviter d'être embarqué dans des sales situations comme ce que subissent aujourd'hui certaines personnes. Essayez aussi de vous renseigner sur les dirigeants, sur les instructeurs que vous pouvez rencontrer, et regardez un petit peu par où ils sont passés avant, et ça peut aussi vous donner un peu, en tout cas... leur permettre en tout cas de leur poser des questions et voir les réponses qu'ils vous apporteront. Voilà. Exactement, c'est ce que nous dit MMG7F, ne croyez pas immédiatement, prenez du recul, et puis méfiez-vous aussi. MaxDive Exploration, salut Max, bienvenue. Oui, j'allais dire aussi, méfiez-vous des témoignages qui sont inscrits sur les sites, parce que c'est très facile de faire des témoignages qui ne sont pas forcément fiables ou qu'on peut facilement modifier. Donc attention à ça aussi. Dans la mesure du possible, renseignez-vous au mieux et ne faites pas, clairement, pas confiance à quelque chose qui brille d'entrée de jeu. Il faut vraiment aller voir en profondeur, c'est un peu comme une voiture. Vous n'allez pas aller acheter la voiture parce qu'elle est de la bonne couleur et qu'elle brille. Il faut aussi un peu regarder ce qu'il y a dans le moteur et puis comment elle est entretenue. Vous voyez. Donc pour les écoles de pilotage, c'est la même chose. Regardez un petit peu le pédigré des gens qui y sont. Renseignez-vous bien. Tout le monde se connaît dans l'aéro. Donc prenez le temps. Renseignez-vous à droite et à gauche, c'est vraiment un conseil qu'on peut vous donner parce que là, on voit beaucoup de choses qui sont en train de se monter et très honnêtement, avec le recul qu'on a, ça peut faire peur. Vraiment. Nico, un petit mot à rajouter ? Oui, toujours un rappel de prudence et puis il ne faut pas être feignant de renseignements. N'hésitez pas à avoir plusieurs écoles en posant des questions très précises. Notamment, par exemple, une école où se fait réparer ses avions. Est-ce qu'il y a une maintenance sur la même plateforme, sur le même terrain d'aviation, je veux dire. Ça, c'est très important. On a fait pas d'atelier de maintenance à Nîmes, où on volait, et c'était un peu difficile à gérer un peu en cas de soucis mécaniques anodins, mais voilà, ça faisait perdre beaucoup de temps. Donc voilà. Faites attention aussi, parce que ces écoles-là dont on a en tête avec Seb, n'ont pas hésité à faire du chantage, dans le sens où ils disent aux clients que, attention, si vous ne signez pas là, il ne reste plus que 2 places. Ils mettent la pression. Il faut signer maintenant, quoi. Voilà, ils mettent la pression. Méfiance. Voilà, ils mettent la pression. Voilà. Renseignez-vous aussi sur comment payer, en fait, en plusieurs fois. Je pense qu'il faut payer en plusieurs étapes. On sait très bien que la formation, il y a le PPL, il y a le CPL, il y a l'IFR, il y a la MCC. Donc, on paye chaque partie, l'une après l'autre, mais pas tout en même temps, quoi. Donc ça, c'est vous êtes client. Alors ça serait peut-être intéressant aussi à l'occasion de demander peut-être le témoignage de quelqu'un qui a subi un préjudice comme ça. On en connaît quelques-uns, et de voir s'il serait OK pour venir témoigner un petit peu de leur manière dont ça s'est passé. Ça peut être un bon sujet. Et surtout, n'hésitez pas à faire plusieurs écoles. Je vais faire un peu de pub, mais bon, c'est pas vraiment de la pub. C'est que début février, là, le premier week-end de février, il y a le salon des métiers aéronautiques au Bourget.
Donc n'hésitez pas à y aller, vous aurez, sans traverser toute la France, vous aurez pas mal d'écoles, vous pourrez vous renseigner. Et puis poser vos questions. Ouais, alors ne croyez pas non plus tout ce qui est marqué dans les dépliants, parce que vous allez revenir avec plein de dépliants et ils sont tous plus jolis les uns que les autres. Ouais. Voilà. Alors, une bonne école, c'est qu'il y a la maintenance sur place, les salles de cours, du logement. Il y a des écoles qui proposent des logements, hein, donc ça c'est intéressant aussi. Surtout plusieurs écoles différentes. Et qu'est-ce que j'allais dire en plus? Puis le passif aussi, voir les gens qui sont aux commandes. Oui, voilà. La date de création de l'école. Oui, Ouais. voilà. Date de création de l'école, et puis est-ce que par exemple des témoignages collent avec ce qui est indiqué dessus, voire contacter en direct les personnes et vérifier avec eux si c'est bien eux qui ont fait... N'hésitez pas à demander aussi les agréments. N'hésitez pas à demander aussi les agréments. L'école a été agréée. Quand est-ce que l'école a été agréée par la DGAC? Si la date Donc il y a une date dessus. Si la date allait d'il y a 3 semaines, bon, bah, c'est une jeune école qui commence, tout ça. Bon, après, voilà. Mais comme disait Seb, effectivement, Mais, il y a plusieurs personnes. comme disait Seb, effectivement, il y a plusieurs personnes là qui ont été impliquées dans certaines écoles, la mauvaise gestion de certaines écoles là, et qui se retrouvent à remonter des structures. Mais ils sont pas au même poste, et en plus de ça, ils n'ont pas été inquiétés, hein, on peut le dire de manière très claire. Hein. Ils sont passés au travers de tout, donc pourquoi ils ne recommenceraient pas, hein, puisque ça fonctionne. Hein. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Ok, alors, ouais, il y avait un petit écho et c'est normal. C'est normal. C'est que ça passe par chez Nico et que ça revient. Allez, on continue, parce qu'il faut qu'on retrouve notre invité dans un instant, et on va parler d'une grise, la grise numéro 105, qui est récompensée. Donc c'est pour clôturer cette petite actu du terminal de ce soir. Donc c'est un Nord Atlas, vous l'avez reconnu, le Nord 2501 numéro 105, qui est immatriculé Foxtrot Alpha Zulu Victor Mike. Et pour la petite histoire, vous voyez sur la photo, il a fait son premier vol le 24 mai 1956 sur la base aérienne de Melun-Villaroche, puis il est entré en service opérationnel sur la base d'Orléans le 18 juin 1956 à l'escadron de transport 161 Touraine. Ensuite, il sert dans plusieurs escadrons jusqu'au 24 février 64, date de son rattachement au SIET 340. Le SIET, c'est le centre d'instruction des équipages du transport de Toulouse-Francazal, où étaient formés justement les pilotes de transport de l'armée de l'air. Donc pilote, navigateur, radio, mécanicien de bord. Atteignant 30 années de service et 10 000, la bagatelle de 10 772 heures de vol, il termine sa carrière opérationnelle au centre d'instruction des équipages de transport de Toulouse-Francazal le 26 juin 1986. Puis il est détaché ensuite à Salon-de-Provence pour assurer la logistique de la patrouille de France et du largage de l'équipe sportive de parachutisme Phoenix. Ensuite, le 11 janvier 1996, c'est une association qui décide de le reprendre en piteux état. Le Nord Atlas de Provence, pour le nom de l'association, qui est inscrite au journal officiel le 7 février 1996. Elle récupère le 105 pour un franc symbolique, à l'époque, par décision directe du ministre de la Défense. L'association devient donc propriétaire de l'appareil, va mettre en œuvre la restauration avec toutes les pièces de rechange, tous les outillages, tout ce qui va bien. Et des vols ont repris, on l'a vu, notamment passer sur Nîmes il n'y a pas très longtemps. Elle sillonne la France, je crois même qu'elle a fait quelques meetings. Et le 4 décembre 2023, donc début décembre dernier, dans les salons de l'Aéroclub de France, la coupe GIFAS a été remise par Christophe Robin, le directeur de la communication du GIFAS, à Maxence Schneeberger, Arnaud Caverne et Jean-Gilles Deville pour l'association Le Nord Atlas de Provence, pour les récompenser de ce joli travail de restauration, de remise en vol de ce Nord Atlas 2501 numéro 35 qu'on va voir revoler très régulièrement si tout va bien. Voilà, c'était pour faire un petit coucou également aux avions qui sont restaurés par les associations et qui maintiennent ainsi le patrimoine aéronautique français en bon état de marche. Donc chapeau à eux. Voilà. Je suis à 1000% avec eux. Et ben voilà, c'est parfait. Nico, tes petits cadeaux de Noël pour terminer cette séquence et on rejoint Marion. Ouais. Alors, les Noëls,
Ouais. Alors, les Noël, moi j'ai eu mon cadeau. Hein. Ah. Beau Corsair. Et oui. Ah, un Corsair, ok. Très beau Corsair. Alors par contre, ton image est figée. Je sais pas si tu es en train de le monter à l'entraîne ou pas. Ah oui, ça y est. C'est un peu saccadé. Hein. Ouais. Ouais, on l'a vu. On l'a aperçu. Ouais. Ah, ça y est. D'accord. Donc un Corsair à faire. Donc des maquettes, encore et toujours. Voilà. Alors, Ok. c'est le Graal en fait Voilà. du maquettiste. Alors, ça c'est le Graal en fait. Du maquettiste. Ouais. C'est la maquette. On va rater surtout. Oui. La belle maquette à faire. Ok. Bah ça fera un Corsair de plus dans l'étagère. Bah tu nous l'apporteras quand il sera terminé. Dans ma vitrine. Ok, d'accord. Ouais, Bon bah d'accord. parfait. Ouais, voilà, c'est ça. Je lui mets demain matin alors. Bien, bon les amis, fin de l'actualité du terminal pour ce soir. Dans un instant, on va reparler un petit peu de formation. On va suivre le parcours d'une jeune pilote qui est sortie d'école il n'y a pas très longtemps. On va voir tout ça avec elle, notamment avec la minute de présentation. C'est la séquence de ce soir, stabilisée en croisière. Et on retrouve avec plaisir Marion Jean-Marie qui est avec nous ce soir. Séquence stabilisée en croisière, c'est parti. Et la séquence stabilisée en croisière qui démarre avec Marion qui nous a rejoint. Bonsoir Marion. Bonsoir. Eh bien c'est parfait, Bonsoir, tout le monde Marion. est connecté. Le chat te salue Marion, je vois déjà. Bonsoir Marion, Skyflyer qui ouvre le bal. Marion, merci de ta participation, ça nous fait bien plaisir que tu nous aies rejoint ce soir pour nous parler un petit peu, alors j'allais dire de ton expérience aérienne, oui, mais de ton témoignage de formation. Alors, on va lancer un petit chrono, comme on fait d'habitude avec tout le monde, pour nous expliquer un petit peu en 1 minute qui tu es, d'où tu viens, comment s'est passée ta formation, très rapidement, en fait, on fait un petit résumé en 1 minute, ce que tu fais aujourd'hui, et puis comme ça, derrière, eh ben, on démarre Est-ce que les tu questions crois aux à Marion. extraterrestres? Ok? Ok. Allez, c'est parti, je lance le timer. Allez, let's go. Bon, bah, du coup, moi, c'est Marion. Je viens de l'île de la Réunion. Je suis arrivée, du coup, en France hexagonale en 2020 pour faire mes études d'aviation. Donc, j'avais commencé par Airways College. Au final, j'ai senti un petit peu, comme vous disiez plus tôt, la douille. Donc, j'ai été plutôt chez Aéropyrénées. J'ai terminé il y a un petit peu moins d'1 an. Et maintenant, je suis instructrice de vol dans le sud de la France. D'accord. Voilà. Ok. Bah, c'était rapide. Ouais. On a Oui, fait oui, oui. ouais, on a fait 25 secondes. Bon, déjà, ça donne un petit peu la structure. Nico, est-ce que tu veux commencer la première question comme d'habitude ou... Non, bah, bienvenue. Donc, Merci, merci beaucoup. instructrice, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors, j'avais une question, j'étais en train de la noter pour pas l'oublier, parce que tu vois. Alors, oui, je vais revenir, Sébastien. Excuse-moi, Marion. Ça m'est revenu ce que je voulais dire tout à l'heure sur les écoles. Quand vous allez faire les salons, quand vous renseignez sur les écoles. Comparez bien les devis. Si une école est plus chère, c'est pas grave, c'est peut-être la meilleure. Hein, c'est pas parce que c'est moins cher qu'il faut la prendre, parce que c'est moins cher. Voilà. Étudiez bien les choses. Ouais. Donc la question Donc la question que j'avais pour Marion, comme tu viens de la Réunion, Oui. la question elle est venue là, je me suis dit, comment on vit l'aviation sur une île comme ça? C'est pas Bah, grand, justement, il y a alors en pas fait, de structure aéronautique. Alors comment tu totalement. Alors en vis fait, ce ta qui se passait, passion? c'est que de manière générale, Ouais. lorsqu'on est PPL à La Réunion, on est restreint. Moi, c'est quelque chose qui ne me concernait pas parce que j'ai fait une école en intégré, c'est-à-dire en amnitio. Donc j'ai commencé tout directement en France métropolitaine pour, par souci tout simplement financier, éviter de payer, d'avancer des frais à La Réunion pour être restreint et me dérestreindre une fois arrivé en France hexagonale, quoi. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué, en tout cas à La Réunion. Je sais que sur les autres îles, c'est pas pareil, puisque eux, ils peuvent aller plus loin, puisqu'ils sont inter-îles, quoi, en inter-île. Nous, étant donné qu'on n'a rien autour, c'est vrai que ça se fait pas, ça se fait moins bien, en tout cas, puisqu'il y a que 2 aérodromes à La Réunion, quoi. Et avant de venir en France, du coup, pour commencer ta formation, tu vivais comment ta passion? Parce que je suppose que une passion
c'est une envie de devenir pilote depuis toute petite. Non, pas du tout. Ah. Non, pas du tout. C'est quelque chose que je voulais faire lorsque j'étais petite. Ça s'est vite évanoui plus tard parce que j'avais un peu de difficultés dans les matières scientifiques et c'est revenu que très tard parce que j'ai fait un bac littéraire en fait. Donc si vous voulez, c'était même pas dans mon esprit. Et c'est vraiment plus tard, au lycée, lorsqu'on m'a demandé ce que je voulais faire, en blaguant, je me suis dit pourquoi pas et je me suis rendu compte que c'était finalement possible. Et là, je me suis vraiment mise à fond dessus. Et du coup, j'ai passé les tests d'entrée, vous savez, en école d'aviation, là. Et puis voilà, quoi. Et alors, donc, tu peux confirmer à ceux qui nous écoutent que, finalement, les matières scientifiques, c'est utile pour l'aviation, mais pas forcément... c'est ça, c'est totalement utile, mais étant donné que là, c'est plutôt visuel et qu'il y a un intérêt qui m'intéressait, et là, forcément, j'étais un peu plus concentrée, quoi. Qu'à l'école. Donc, mais l'un n'empêche pas l'autre, si vous voulez. C'est beaucoup plus facile d'avoir un background scientifique, ça c'est une certitude, parce qu'il faut être honnête, j'ai eu des difficultés à la TPL théorique, ça c'est une certitude. Et si je pense que sincèrement que si j'avais eu un background un peu plus scientifique, ça aurait glissé beaucoup plus facilement, quoi. Avec en plus, si vous voulez, des connaissances aéronautiques. Donc je pense que le mieux c'est de pas faire de l'abnitio. Sur mon retour d'expérience, je pense que le mieux c'est vraiment de faire un modulaire et pas ce que j'ai fait. Si je devais le refaire, je le referais pas comme ça. Ah, tu referais plutôt un modulaire. Oui, 100%. D'accord, donc tu as fait l'intégralité de ta formation, tu nous as dit, chez Aéropyrénées, de la TPL théorique jusqu'au certif en vol. Eh ben non, parce qu'en fait à l'époque ils étaient en partenariat avec Mermoz Academy, vous savez, à Orly. Ouais. Pour la partie théorique, donc c'était à moi de choisir. Donc soit je faisais la théorie chez Aéropi, soit je faisais la théorie chez Mermoz. Et j'avais choisi Mermoz parce qu'ils ont une qualité d'enseignement qui est vraiment remarquable, quoi. Ils ont vraiment des profs incroyables. Je recommande toujours. D'ailleurs, je parle de la théorie, hein, parce que je sais qu'ils ont ouvert une école pratique que je connais pas personnellement, mais en tout cas en termes de théorie, ils sont vraiment top. Ouais. Alors, je veux revenir, Seb, excuse-moi. Sur Mermoz, effectivement, comme tu le disais, Marion, c'est une très bonne école et puis très bon apprentissage de la TPL théorique parce qu'ils ont énormément d'expérience derrière. Ça fait longtemps qu'elle existe, cette école théorique. Exact. Ça, Et vous savez, c'est une bonne référence. Et les profs sont vraiment qualifiés dans leur domaine. Vous savez, souvent les écoles prennent ce qu'on appelle les TKI. Donc ce sont des gens qui ont une bonne moyenne au-dessus de 90% de réussite à la TPL théorique. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont de l'expérience dans le domaine. Or, à Mermoz, par exemple, chaque matière, par exemple, la matière météo, c'était quelqu'un qui était dans la météo. Par exemple, la radio, c'était un contrôleur aérien. Ce sont vraiment des gens qui sont qualifiés dans leur domaine. Ouais. Et c'est ce qui change totalement la donne, quoi. Sur la partie théorique, je parle. Hein. Voilà, c'est un plus par rapport, comme tu disais, quelqu'un qui a eu plus... C'est ça, oui, c'est ça, bien sûr. Alors, la partie théorique, tu l'as fait sur site pendant toute la durée de la formation ou alors on t'envoyait aussi un peu des cours à distance Non, on fait ça sur 9 mois, vraiment sur site, et puis après on a les petits QCM. Enfin, après, moi j'étais pendant le Covid, donc c'était full remote, mais normalement, oui, c'est sur site tous les jours, quoi, de la semaine, comme l'école, quoi. C'est l'école. Okay. Alors, je rappelle au chat, hein, si vous voulez poser des questions à Marion, particulièrement sur la formation ou sur après, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Évidemment, on relaie les questions en direct sur l'écran. Donc, tu parlais des difficultés à la TPL théorique que tu as justement surmontées. Dans quelle matière c'était particulièrement et comment est-ce que tu as surmonté ces difficultés-là ? J'ai pas de matière qui m'a totalement posé. Si mécavol, j'avais un peu de mal avec mécanique du vol parce que étant donné que j'étais en abnitio, que j'avais aucune connaissance aéronautique à l'époque, Aéropyrénées m'avait vendu un abnitio comme quoi on allait tout revoir de A à Z, ce qui n'a pas été le cas. Donc ils m'ont un peu lancé sans suivi au tout début, hein, vraiment au tout début. Il n'y avait pas trop de suivi, donc vous savez, c'est bête, mais un bord d'attaque, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Et je pensais qu'on allait tout simplement revoir tout ça. Et ça n'a pas du tout été le cas. Ça n'a pas été le cas.
Sur la mécanique du vol, tous les termes aéronautiques, je ne les connaissais pas et c'est ce qui m'a posé problème. Et c'est pour ça que je vous disais plus tôt qu'avec le recul, je préférais faire un modulaire qui m'oblige à faire un PPL pour avoir cette connaissance et cette base aéronautique que je n'avais pas à l'époque. D'accord, ok. Ça marche. On salue Mouton Gras et The Cataracts qui viennent d'arriver. Bienvenue à vous. C'est peut-être des amis, je sais pas. Je sais pas. Très bien. Donc, tu fais donc tes 9-10 mois d'ATPL théorique avec passage des tests. Et ensuite, eh ben, on parlait tout à l'heure, il faut choisir une école. Tu nous as dit, j'ai choisi Aéro-Pyrénées. Qu'est-ce que tu as vu avant? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Qui t'a dit, en fait, je veux pas aller chez eux. Là, ça me paraît douteux. Explique-nous un petit peu tout ça. Comment est-ce que tu as fait tes choix, toi, personnellement? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça avait été grâce au feedback des gens, tout simplement. À l'époque, comme je vous disais, plutôt j'étais inscrite chez Airways College. Donc j'avais déjà avancé les frais. Vous savez, Airways, c'est l'école qui a fermé, qui avait été reprise par PFT Aero, qui a également fermé récemment, là. C'est ce dont Geoffroy parlait, de l'APNA. Airways, en fait, j'ai commencé à avoir des doutes parce que j'aurais été, en fait, la première session à payer la totalité. Donc à l'époque, j'avais eu un devis de 99 000 € et ça me paraissait totalement énorme, si vous voulez, d'avancer les frais en un paiement, enfin surtout douteux, quoi, contrairement aux autres méthodes de paiement de d'autres écoles. Donc j'avais envoyé des messages aux personnes à l'époque qui étaient de l'école et certains m'ont dit, bon, bah écoute, c'est bizarre, il y a ci, il y a ça. Qui n'allait pas en termes de paiement. Il y avait pas mal d'histoires sur le président qui dépensait de l'argent apparemment, hein, de ce qu'on disait à tort et à travers. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de changer d'école. Et je leur ai demandé de me redonner les sous parce que j'avais quand même fait une avance de frais. C'était obligatoire pour s'inscrire. Ça, c'est pas choquant puisque de manière générale, toutes les écoles le demandent à des montants plus ou moins élevés selon les écoles. Au final, après, j'avais été intéressée par une école en Belgique, à Charleroi, je ne sais plus le nom, mais pareil, j'ai pas été parce qu'en fait, si vous voulez, ils m'ont jamais vraiment relancée. Ils m'avaient inscrite sans me faire passer de test et j'avais pareil trouvé ça douteux. Et même, c'est pareil, ce sont des choses qui m'ont un peu mis la puce à l'oreille. Et il n'y a pas si longtemps, un peu après, il y a peut-être 1 an et demi, j'ai reçu encore des mails d'eux sur des données privées parce qu'ils étaient toujours dans leur base de données alors que je n'ai jamais mis les pieds là-bas, quoi. Ouais. Donc, vous voyez, ce sont pas mal d'écoles où, franchement, je regrette pas de pas les avoir fait parce qu'au final, voilà le résultat. Et à Aéro-Pyrénées, j'ai eu 2 amis qui y étaient, avec qui ça s'était bien passé. Donc, je me suis dit, bon, j'ai déjà fait 2 écoles. Je me suis intéressée à 2 écoles où je m'étais un peu engagée et ça, c'était pas OK. Et là, j'avais 2 feedbacks corrects, donc je me suis dit pourquoi pas. Ouais. Et les prix étaient à peu près équivalents? Non, Aéro-Pyrénées était bien moins cher. Ok, tu vois, comme quoi, ce qu'on disait tout à l'heure, là pour le coup, le moins cher était le mieux pour toi. Ouais, sincèrement. Et puis après, sur la partie pratique, je recommande vraiment Aéro-Pyrénées. Moi, ça s'est vraiment très bien passé, quoi. Ok. Alors, justement, tu n'as aucune expérience de vol. Et comment est-ce que tu es prise en charge et comment se passent finalement ces premières heures? Écoutez, c'est comme au PPL, hein. En fait, on revoit tout, sauf que c'est un peu plus poussé, c'est un peu plus ce qu'on vous demande est un peu plus restrictif. En termes, je parle en termes de correction de manière générale d'altitude, etc. Parce qu'on nous forme en pro. Je dis ça par rapport aux cours que je donne actuellement. Là, je forme des PPL. Souvent, ce sont des loisirs et ils n'ont pas forcément vocation à devenir pro. Et c'est vrai que lorsque je compare à ce qu'on m'a appris en école pro, moi, je forme comme on m'a appris, vous voyez. Mais lorsque j'ai fait mon stage instructeur, c'est pas comme ça qu'on nous a demandé d'être, quoi. On nous demande d'être vachement tolérant, etc. La plupart des élèves que j'ai, oui, c'est ça. Ah oui, toujours. Toujours. Moi, j'ai pas eu de méchants militaires, donc je fais comme on m'a appris et ça a toujours bien marché. Donc, il n'y a pas de raison que ça marche pas. D'accord. Donc, tu es une instructrice qui n'hurle pas sur ses élèves, on le note bien. Bravo. Alors, non, pas besoin. Je veux souligner, là, tu as raison, Marion, hein, c'est vrai qu'il faut être, comme disait Seb, aussi bienveillant parce que les gens, ils viennent là pour le plaisir. Même si ça reste une activité sérieuse qu'il faut faire sérieusement. Voilà, faut pas l'en dégoûter. Faut le faire revenir le samedi suivant pour qu'il fasse sa prochaine heure de leçon, quoi. Totalement.
Il faut faire ça avec plaisir. Alors oui, Freeflight 30 nous dit Aéropyrénées existe depuis très longtemps. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a 2 structures. Il y en a une sur Paris, il y en a une sur Perpignan. T'as été où, Paris ou Perpignan, toi? Alors moi j'étais à Paris Ok. parce que du coup comme je vous disais j'ai fait la théorie à Mermoz. Donc moi j'ai fait ça à Paris. Après vous savez Aéropyrénées ils ont aussi des débasés. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Ouais. Ce sont des Mais on peut écoles qui l'expliquer sont quand même développées. pour le chat, hein. Oui oui bien sûr. En fait ce sont des écoles qui sont en fait c'est comme des franchises en fait, ce sont des franchises Aéropyrénées, donc tout le support matériel d'Aéropyrénées avec l'instruction d'Aéropi, avec le CTA d'Aéropyrénées que d'autres écoles peuvent utiliser. Donc voilà, et ça reste quand même, ces écoles-là restent quand même fiables, étant donné qu'elles ont un bon support, à savoir Aéropyrénées, quoi. D'accord. Alors on va parler aussi un petit peu machine. Donc tu as commencé sur quel type de machine quand tu as démarré justement tes premières heures jusqu'au PPL? J'étais principalement sur PA28. D'accord. PA28 180 Alors, ou 160? on était plutôt sur du 140 au début. D'accord. Ensuite, 160 selon la dispo. Donc, nous, les bébés, on nous mettait surtout sur le 140-160. Et puis après, quand on était un peu plus expérimenté, on mettait sur le 180 tout simplement par souci d'envergure, parce que 180 était plus court en termes d'envergure et il s'écrasait comme une pierre, il planait moins. Et ils avaient peur de nous lâcher dessus au début, quoi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu une expérience Ouais. du PA28. T'as aimé l'avion ou... Le PA28? Oui. Oui, sincèrement, je pense que jusqu'à maintenant, ça reste mon avion préféré. Parce que c'est pas un avion En tout aviation jeune. légère. Ouais, mais oui, et c'était un peu la critique que je faisais à l'époque. Et finalement, je me rends compte que je prends toujours plaisir à voler dessus, quoi. Ben voilà, parfait. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier lâcher solo? Comment est-ce que ça s'est fait? Alors, oui. Mon premier lâcher solo, comment ça s'est fait? On fait d'abord du coup le tour avec l'instructeur, donc on fait 2-3 tours de piste et puis après il nous autorise à partir pour un tour ou 2 tours de piste supplémentaires. Et du coup, moi ça s'est fait à tout su et voilà. Alors, quelle sensation t'as éprouvé de dire, là, finalement, j'ai plus personne à côté? Écoutez, c'était vraiment la première fois que je réalisais que j'arrivais à faire ça toute seule, quoi. En fait, vous savez, quand vous avez mentalement, vu que vous savez qu'il y a quelqu'un à côté, vous relâchez un peu vos efforts sur l'autre. Donc, vous vous dites pas, vous êtes capable d'eux. Et au final, lorsque vous êtes tout seul, vous vous dites, attendez, mais là, c'est moi ou personne, quoi. Donc, c'est maintenant ou jamais. Ah oui. Donc, mais vous savez, ça me fait toujours cette sensation, même lorsque maintenant je pars toute seule en vol, parce que la plupart du temps, il y a un élève avec moi, donc même si lui, il n'y connaît rien, il y a quand même quelqu'un avec moi, même s'il n'y connaît rien. Et même maintenant, lorsque je pars toute seule en vol, j'ai toujours cette sensation de me dire, ah punaise, je vole, quoi. Ouais. mais vraiment. Ouais. Conscience d'être pilote. C'est ça. Alors, comme nous dit Mouton Gras, Toussus, c'est costaud. Parce que c'est vrai que c'est un des aéroports de la région parisienne où, en aviation légère, c'est le plus fréquenté. Il y a 2 pistes qui sont parallèles. C'est costaud, on peut le dire. Oui, mais d'ailleurs, si je me trompe pas, et si c'est toujours le cas, à l'époque, quand j'ai commencé, Toussus, c'était même l'aérodrome le plus fréquenté d'Europe parce qu'on accueille du léger, de l'affaire, des militaires, parce qu'on a Vélizy qui est à côté et souvent les hélicos viennent chez nous. Ou pareil, pour X raisons, quand les pistes là-bas sont occupées, ils envoient les avions chez nous, donc c'est très busy. Mais je pense que c'est une très bonne école de faire Toussus parce qu'après on n'a plus peur de rien. On se rend vraiment compte que Toussus c'est un gros terrain lorsque les autres nous disent ah non moi je viens pas à Toussus, j'ai peur. Ouais, ça arrive souvent, hein. Ça arrive souvent, oui. Ok, donc on arrive au premier lâcher solo. Après, donc il y a les navigations, il y a le PPL. Comment est-ce que tu vis cette étape? Plutôt bien, enfin c'est pas vrai parce qu'en fait ce qui se passe c'est que du coup lorsqu'on est en école pro on n'a pas vraiment de PPL, donc jusqu'à la fin tant qu'on n'a pas tout passé on n'a aucune licence, ce qui fait que pendant notre phase de mûrissement on est tout seul en vol et ça sincèrement ça m'a pas plu d'aller toute seule, enfin de me forcer à
à faire des navigations toute seule, ça m'a pas plu, quoi. Les seuls vols qui étaient intéressants, c'était quand je faisais des convoyages, ça m'est arrivé pour monter mes heures de faire des convoyages Paris-Perpignan, vous savez, pour changer les avions. Donc là, c'était vraiment top. Ou alors, pareil, j'avais une copine qui était en formation, qui faisait son mûrissement aussi. Donc on avait chacune notre avion et on partait ensemble dans le nord-ouest de la France. Donc là, c'était sympa. Mais le mûrissement tout seul, j'ai pas trop aimé, quoi. C'est pour ça que je vous dis, je préfère faire d'abord un PPL pour avoir ma licence, quitte à après faire une école pro, quoi. Hein. Mais c'est vrai que le mûrissement tout seul, j'ai pas trop aimé, quoi. D'accord. Ok. Donc, oui, vas-y Nico. Ouais, petite question. Est-ce que durant ta formation, tu as eu des doutes? Tu t'es dit ah non, c'est trop dur, ou là, je ne vais pas y arriver, ou... Non, sincèrement, ça a été vraiment sur la partie théorique où j'ai vraiment eu des doutes. Mais après, quand la théorie était passée, j'ai plus jamais eu aucun doute, quoi. Contrairement à des amis là que j'ai vus il y a pas si longtemps, ceux avec qui du coup j'ai fait mon ATPL, on se retrouve une fois tous les 2-3 mois pour faire un point sur nos vies. Et j'ai appris que deux d'entre eux me disaient, en fait, moi, au CPL, j'ai trouvé ça tellement dur que j'ai voulu abandonner, quoi. Et sincèrement, ça m'a étonnée parce que eux, pour le coup, ils sont passionnés depuis toujours. Mais je pense qu'ils se mettent tellement de pression pour ça que du coup, ils ont vu l'échec, alors que sincèrement, c'est pas du tout un sentiment que j'ai eu sur la partie pratique. J'ai jamais eu ce sentiment, quoi. Hop, ok, d'accord, très bien. Alors, ensuite, c'est une question compliquée. Est-ce que le mûrissement... Alors, on va l'afficher, la question de Mouton Gras. Hop, puisqu'on est dans le thème, et comme ça, voilà. Normalement, elle va apparaître. Voilà. C'est une question compliquée. Est-ce que le mûrissement est formateur versus chaque vol avec un instructeur pour une formation intégrée? Alors j'imagine que tu veux dire par rapport au mûrissement. Enfin, si tu veux, en fait, dans tous les cas, le mûrissement, c'est quelque chose que tu dois faire tout seul, que tu sois en intégré ou en modulaire. Il n'y a pas d'instructeur, donc le mûrissement, oui, est formateur parce que ça te permet de prendre conscience en toi et de savoir prendre les décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Qu'elles se soient bon ou pas, c'est toi qui le découvriras plus tard, quoi, si tu veux. Mais si tu fais que des vols avec des instructeurs, tu ne prendras jamais conscience des prises de décision à faire plus tard, quoi. Donc le mûrissement, oui, ça reste quand même une phase très importante dans tes licences de pilote de ligne, si c'était ça la question. À moins que je sois totalement à l'ouest. D'accord. Ok. Bon, voilà, on a une réponse. Ensuite, est-ce que tu as démarré direct sur multimoteur ou alors est-ce que tu as une phase CPL mono? Parce que certaines écoles en fait font les deux. Il y en a qui partent directement sur du CPL multi, d'autres du CPL mono. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Oui, alors en fait, le premier test que j'ai fait, ça a été mon CPL, ça a été une SEP, enfin un single engine, quoi. Donc j'ai fait un CPL en mono, j'ai même fait un IR-SE. D'accord. Et ensuite, j'ai fait l'IR-ME et la MEP en même temps que l'IR-ME, quoi. Ok. Donc j'ai fait beaucoup de monomoteurs, mais aussi beaucoup de... Enfin, en fait, si vous voulez, ça se complète bien sur la partie IFR. Souvent, les compagnies ou les plus petites structures demandent beaucoup d'IFR. Et d'avoir fait de l'IRSE, ça a permis de monter mes heures, contrairement à d'autres qui ont que 15 heures ou 20 heures d'IFR, quoi. Et là, moi, pour le coup, quand je suis sortie d'école, j'avais 60 heures d'IFR, ce qui est déjà pas mal en sortie d'école. Ouais. D'accord. Effectivement. Est-ce que en mûrissement, tu t'es forcé d'appliquer ce que tu avais appris ou alors tu volais l'histoire de monter juste? Non, j'ai jamais dévié des SOPs Aéropyrénées. Jamais. On m'avait appris quelque chose, j'ai simplement suivi ce qu'on m'a appris de manière bête et disciplinée, quoi. Donc, si tu as un conseil à donner à d'autres jeunes pilotes, c'est de ne pas faire du mûrissement. Après, si, de toute manière, c'est ça. Mais appliquer les. En fait, c'est ça. De toute manière, le mûrissement, ça reste du plaisir en soi. Hein. C'est quand même des balades. Bon, voilà. Oui. Nous, je me souviens avec ma copine, on était sur la fréquence 1, 2, 3, 4, 5 pour parler, faire des blagues à la radio. De toute façon, on faisait des naves, on avait que ça à faire de parler, quoi.
Donc on avait chacune notre avion, on prenait plaisir à faire des trucs comme ça. Pareil, je vous le disais pour les convoyages, c'était vraiment du plaisir. Mais si vous voulez, je gardais quand même la structure, vous savez, la checklist point tournant, je l'ai toujours faite, quoi. Parce qu'on nous avait appris à ne pas voler avec l'iPad du tout. Donc si vous voulez, si on est paumé, on est paumé. Donc il faut quand même savoir ramener l'avion à la fin. Évidemment, on a notre téléphone, on avait le droit de ramener l'iPad si vous voulez, mais j'ai jamais sorti mon iPad en mûrissement. Parce que c'était la honte, c'était alors t'as sorti notre iPad, mais non, t'as sorti l'iPad, mais non. Mais non. C'est un bon défi, ça, entre élèves. C'est un super témoignage en tout cas. Ça va. Ah oui, oui. En plus, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans certaines questions. Donc oui, tout à fait. Ouais. Ok. Nico, tu voulais rebondir sur quelque chose? Non, je disais la façon dont elle décrivait sa façon de faire. Et puis, bon, en plus, effectivement, ne pas utiliser l'iPad, ça, je pense que c'est un gros défi pour les élèves d'aujourd'hui. Ouais, total. Après, donc, ça défie les seules choses où, effectivement, où je regarde l'iPad maintenant, c'est parce que... non, mais c'est horrible, hein, mais c'est parce que maintenant, je vole sur ma licence. Avant, si vous voulez, c'était pas ma licence. Donc, même s'il se passait quelque chose, que je survolais un rond bleu, je me dis, c'est bon, c'est pas grave, je suis élève. Maintenant, je sors l'iPad. Hein. En vol, je le sors. Hein. Je me dis, pour les zones et tout... C'est la licence d'instructeur quand même. On a des outils précis. Donc voilà quoi. Ok. Donc ensuite, on passe dans la partie IFR, donc vol aux instruments, monomoteur, multimoteur, tout se passe bien, tu récupères le sésame, tu es qualifié. Qu'est-ce que tu te dis? Tu dis ça y est, j'ai fini, je fais la MCC tout de suite. Comment est-ce que tu voyais ton avenir à ce moment-là? Et quels étaient tes souhaits aussi hein? En fait, en intégré, on a tout inclus, c'est-à-dire CPL, IRME, MCC, UPRT. Donc, j'avais pas le choix. Pour avoir mes licences à la fin, il fallait que je fasse tout, même le FCL d'ailleurs. Okay. Donc, j'ai pas eu le choix que de tout faire d'un coup. Et puis après, lorsque ça s'est terminé, comme tout le monde, j'ai voulu intégrer directement une compagnie. Surtout que j'avais déjà des amis, ceux qui étaient là avant moi étaient déjà chez Ryanair, donc j'attendais que ça de rentrer également chez Ryanair, ce qui ne s'est pas fait. Donc j'ai postulé absolument partout pendant 2 mois. Sauf qu'en sortie d'école, en intégré, vous savez, la plupart du temps, on n'a pas beaucoup d'heures de vol. Moi, j'ai terminé avec 160 heures pile, c'est-à-dire le minimum légal en sortie d'école. Et personne ne me prend au sérieux avec 160 heures de vol. Oui, c'est sûr. En modulaire, en général, c'est 250 heures minimum d'heures légales en modulaire. En intégré, c'est 160. Donc déjà, on a quasiment un delta de 100 heures. Donc si vous voulez, c'est une raison de plus encore pour moi pour redire que le modulaire, ça reste mieux, même en termes d'expérience. Oui, parce que 100 heures de plus et 100 heures d'expérience de plus, tu fais bien de le signaler. Totalement. Bien sûr. Ok. Comment se sont passées tes sélections chez Ryanair du coup? Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé et à quel point tu as été déçu quand on t'a dit non? Comment ils l'ont abordé? Et est-ce que tu sais aussi sur quoi tu as pu échouer? C'est simplement qu'ils ne m'ont jamais appelé. En fait, ils m'ont dit non alors que j'ai juste apply. Normalement, il y a les online assessments et j'ai même pas été là quoi. En fait, j'ai juste apply et j'ai eu un mail sous 24 heures en me disant please do not apply again for this position. Et en plus, ils vous disent dans le mail que si vous essayez de savoir pour quelle raison on vous a dit non d'un coup, vous êtes blacklisté à jamais. Ah donc sincèrement, je sais pas du tout. Et j'ai 2 copines, enfin une copine et une nana que je connais pas, mais on m'a dit. Enfin, je vois qui c'est, quoi. Elle, pareil, on a été 3. Je dis pas que c'est par rapport aux filles, hein, c'est juste que je connais 2 personnes à qui c'est arrivé. Et les 2 sont des nanas. Et on a été, nous 3, on s'est fait dégager en 24 heures, quoi. Et je saurais pas vous dire la raison. Après, j'ai quand même passé des sélections. J'ai passé la sélection de Chalère. Et là, j'ai échoué au SIMU. D'accord. Tu peux nous en expliquer, nous en dire un petit peu plus? Ah oui, totalement. Et en fait, moi, j'ai fait une MCC JOC. Donc, vous savez, vous avez deux MCC, une APS ou une JOC. Donc, sur un SIMU totalement fixe. Et c'est pareil, c'est le JOC, c'est quand même assez léger. Si je peux recommander une MCC, je vous suggère vraiment de faire quelque chose d'un peu plus poussé parce que ça compte vraiment maintenant. Donc, j'avais jamais fait de réel SIMU avec de l'inertie. C'était que des petits SIMU, des Alsim, quoi, des Alsim 250. Hein.
Donc, si vous voulez, en termes d'inertie de l'avion de gros porteurs, on n'a aucune sensation. On n'a absolument aucune sensation. Et moi, j'ai fait que ça. Lorsque je suis arrivée pour la sélection de Chalère, c'était sur Simu 777 pour piloter de l'ATR après. Mais je vous avoue que moi, sincèrement, je n'avais pas peur du Simu. Je me sentais même à l'aise. Je me suis dit, ça va être trop facile, c'est bon. Je suis arrivée là-bas, j'ai jamais pu stabiliser l'avion correctement, quoi. Sincèrement, c'est la honte de ma vie, quoi. Mais vraiment, hein, l'échec. Mais non, mais il y a une grosse différence quand même dans ce que tu dis entre un ALX 250. Ah bah total. Oui, total. Et puis après, de toute manière, on a fait le débriefing. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. On a fait le débriefing avec le chef pilote du coup. Le chef pilote m'a posé la question, tu avais fait des simus déjà de gros porteurs ou au moins quelques pour t'amuser à Paris? Et je lui dis non, et il m'a clairement dit, si tu n'en as jamais fait, tu n'aurais jamais pu réussir. Donc, et il t'a donné des conseils de comment faire? Oui, il m'a dit, ton expérience. c'est ça, il m'a dit, tu reprends des simus pour qu'il me refasse passer aux prochaines sélections. Il me fait, tu reprends au moins 3 heures sur gros porteur en simu. Comme ça, tu sens vraiment l'avion, quoi. Parce que là, en plus, je pèse 40 kilos, le trim, j'arrivais pas bien à le trimer, donc en termes d'effort, j'étais au max. Et en plus, vous savez, c'est une sélection, donc vous avez du stress, donc l'avion n'était pas stabilisé. J'ai réussi à stabiliser l'avion au bout de 10 minutes, c'est-à-dire beaucoup trop longtemps après. D'accord. Donc après, ça, c'est bon, tout l'ILS et tout, c'est très bien passé, si vous voulez, mais 10 minutes pour stabiliser un avion, c'est pas possible, quoi. Enfin, même moi, je me prendrais pas. Et je me disais, mais attends, ça va pas ou quoi? Est-ce qu'ils t'ont donné un peu du temps pour justement appréhender ce simu que tu n'as jamais fait ou directement c'était le simu? Non. En fait, la plupart du temps en compagnie, on vous appelle. Si vous n'êtes pas prêt, c'est votre problème. Hein. Vous devez être prêt à tout moment, quoi. J'ai passé aussi les sélections d'Air Austral parce que je viens de La Réunion. Donc, les premières sélections que j'ai faites, c'était Air Austral. Et puis après, j'ai fait Chalère. Et puis après, c'est tout. On vous appelle. Oui, ok, salut Marion, t'es dispo dans une semaine? Oui, ok, c'est tout. Donc, Chalère, Air Austral, ils m'ont même pas dit à quoi m'attendre. Donc, j'ai tout révisé parce que eux-mêmes n'avaient jamais fait de sélection. Donc, on savait pas du tout ce qui allait se passer en termes de théorie et de pratique. On savait pas. Chalère, eux, ils m'ont dit qu'il y aura une partie théorique. Donc, une test d'ATPL, une partie sur une interview avec eux, sur les motivations, quoi, une partie anglais. Et à l'issue de ça, si on réussissait ça, on passait au simu. Donc, je savais que ça allait être le lendemain, sauf que pareil, ils vous préviennent une semaine à l'avance. Et moi, j'étais en vacances à La Réunion, donc je suis rentrée. Mais j'ai pas eu le temps, si vous voulez, parce que je travaillais, j'étais comment ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle, pilote éco-radar. Donc, j'avais pas eu le temps, dès que je suis rentrée de La Réunion, c'était déjà les sélections, quoi. J'avais juste eu le temps de rentrer et 3 jours après, j'avais mon job de pilote éco-radar. J'avais pas eu le droit d'avoir des jours off. Donc, malheureusement, j'ai pas pu préparer au mieux cette sélection. C'est-à-dire, j'ai pas pu aller me payer des séances de simu. D'accord. Ok. Alors, c'est pareil, petite question. Simu, ouais, vas-y. Oui, et c'est pareil, du coup, je vous disais, le simu, donc vous finissez, vous avez les résultats à 19h30. Il vous envoie à 20h dans la foulée ce qu'il va se passer au simu le lendemain. Et le simu, c'est à 8h le lendemain. Donc, si vous voulez, toute la nuit, vous êtes dessus, vous êtes sur la préparation du simu. Et puis c'est tout. Hein. Ouais, donc il y a le facteur stress qui se rajoute. Oui, c'est ça, il faut être constamment prêt, quoi. Il faut dormir pour être en forme aussi. C'est ça. Il y a tout qui se cumule en fait. Hein. Difficile à gérer, difficile à gérer, je comprends. Alors c'est ce que dit Mouton Gras, le problème c'est que j'ai eu ce problème également. J'ai dû mal faire de... non, j'ai dû faire mal de simu pour réussir les sélections de Ryanair. J'ai dû faire mal les sélections. Oui, bien sûr. Ok. Ouais. C'est cela que nous pose une très bonne question. Est-ce que tu as essayé de postuler ailleurs qu'en compagnie, donc en travail aérien par exemple? Ah, totalement, j'ai postulé absolument partout. Après, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un peu de contact. Le salon du Bourget qu'il y a en juin, c'est pas mal, je trouve, pour les pilotes. J'avais été invitée par quelqu'un pour qu'on se rencontre d'ailleurs. Malheureusement, j'ai pas été parce que j'étais aux sélections d'Air Austral. Mais en tout cas, ça marche bien. Et puis après, ce qui marche bien aussi, c'est de regarder. Au début, c'est ce que je faisais sur Flight Radar, tous les avions qui volent, quoi. Et dès que je tapais sur Internet et que je trouvais une adresse mail, j'envoyais mon CV à absolument tout le monde, que ce soit en affaires, en travail aérien, en médical, vous savez, transport, ce qu'ils font, je sais plus comment, ils ont des Piaggio 180, je sais plus ce qu'ils... Oyonnax. Oyonnax, ouais, donc, aussi.
Ouais, voilà. Donc j'ai postulé sur absolument toutes les branches de Transport l'aéronautique, d'organes, quoi. évacuation sanitaire et ce genre de Ouais, choses. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok, d'accord. Donc très bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce qu'on a des questions? Oui, on va en mettre une ou deux de côté. Donc, tu postules, tu trouves pas de poste qui te convienne, on ne te répond pas, etc. Et tu nous as parlé de pilote éco-radar. Comment est-ce que tu arrives à cette piste-là? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cursus qui t'a mené justement à faire ce poste-là? En quoi ça consiste? Alors en fait, pilote éco-radar, c'est le job que mes collègues faisaient lorsqu'on était à l'école. Et du coup, vu que j'avais pas d'autres options, c'était mieux que rien. Ça me permettait de rester dans le milieu aérien, tout en continuant à travailler comment dire, mon FCL, puisqu'en fait on parle constamment anglais. Donc en fait le poste, nous on est formateur d'élèves de l'ENAC. Donc en gros, on est chacun sur nos postes d'ordi avec notre petit casque. On a 2 à 3 écrans. Avec les zones, moi j'étais à Paris, donc j'étais à Tismons, Orly à Tismons. Donc on a du coup les zones des arrivées et départs d'Orly et Charles de Gaulle. Et avec un autre écran, du coup on a les strips. Vous voyez les strips qu'il y a des contrôleurs aériens. On a exactement la même chose mais de manière numérique. Et en fait on a plusieurs avions qui arrivent. Donc on a sur les strips, on a du coup les avions sur la zone. Et d'où on doit faire la radio en disant, ben voilà, Air France Intel, on arrive à tel niveau, et eux, ils nous répondent ce qu'on doit faire. Et en fait, c'est de la radio, quoi. C'est une simulation d'arrivée, de départ sur ces zones-là. D'accord. Est-ce que pour toi, ça a été formateur de cette expérience? Oui, ça a été vraiment très intéressant, surtout pour comprendre la partie contrôle aérien, parce que quand je faisais de l'IFR, souvent j'avais l'impression qu'on nous punissait de ne pas nous donner de direct ou que ci ou que ça. Et là, j'ai vraiment compris les enjeux, si vous voulez, du côté des contrôleurs, quoi. Donc, ça reste vachement formateur. Quand on vous dit oui pour ci, quand on vous dit non pour ça. Et puis même moi pour plus tard, ça me permet vraiment d'appréhender ce qui peut arriver en vol et la gestion de manière générale. D'accord. Ok. Au niveau de l'instruction, donc t'as fait ça combien de temps à peu près? Au niveau de l'instruction? Non, au niveau de pilote éco-radar. Ah, au niveau de pilote éco-radar, j'ai fait ça 5 mois. D'accord. Et c'est pendant ces 5 mois que tu t'es dit, bah j'aimerais quand même, revenir au pilotage, me remettre dans les airs et devenir instructrice? Oui, c'est ça, mais en fait, tout simplement, j'hésitais. En fait, au début, je voulais me repayer des heures pour faire continuer un mûrissement et au moins attendre 200-250 heures. Parce qu'en fait, à chaque fois que les compagnies me répondaient, c'était 160 heures, c'est pas suffisant, ce qui est totalement légitime. Donc, si vous voulez, je me suis dit, en fait, je vois très bien que j'ai pas assez d'heures de vol et ma seule issue, ça aurait été de faire instructeur de vol. Et puis même, en fait, j'ai vraiment du mal à expliquer. Enfin, avant, j'avais beaucoup de mal à expliquer de manière générale dans ma vie de tous les jours. Et je me suis dit, ça peut que me faire du bien. En fait, si vous voulez, le prix de la formation pour être instructeur de vol, ça me coûtait le même prix que mes heures de mûrissement. Et en plus, j'avais une qualification. Donc, je me suis dit, autant que je fasse instructeur de vol. Et après, si derrière, je trouve un job d'instructeur, pourquoi pas. Au début, je voulais pas être instructeur. Et au final, je suis vraiment très contente, quoi. Eh ben écoute, félicitations. Bienvenue à DJ22 NASA qui est arrivé et à Promotion à l'île VS, SV, qui est arrivé aussi. Oh, ah oui, non, d'accord. Promotion à l'île SV. Les modérateurs, je vais vous en occuper. C'est un ban. C'est. Voilà. Oui, du coup, Nico, tu disais quoi? Oui, je disais, quand tu es instructrice, du coup, tu apprends aussi. Mais non, mais totalement. Oui, j'apprends les erreurs des autres ou même moi ce que j'aurais jamais pensé à faire. Tu vois, donc ça reste vachement enrichissant, mais constamment. Et je suis sûr que tu as compris des choses que tu ne comprenais pas avant. Pas forcément des choses graves, que tu as compris en observant l'élève ou en cherchant une façon de lui expliquer. Totalement. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'ai pas d'exemple, mais en fait, je me dis, punaise, mais jusqu'à maintenant, je continue d'apprendre, donc je comprends, enfin, ça devient encore plus légitime, si tu veux, de me dire, avec 160 heures de vol, évidemment que les gars vont pas me prendre, quoi. Ok. Très bien. Alors, j'ai mis deux petites questions de côté. Donc, ta formation d'instructrice, tu l'as fait aussi chez Aéropi, je suppose? Non, je l'ai fait à l'ACOP, à Toussus-le-Noble également. Alors, me dis pas que tu as eu Stanislas.
Non. J'ai pas eu ça. Non, je l'ai eu juste sur un vol du PRT. D'accord. Mais après, sinon, j'ai eu Antoine, je sais pas si tu connais. Je crois que je l'ai aperçu, mais on connaît Stanislas, je connais bien Stanislas. Et d'ailleurs, on l'a eu aussi dans la zone aéro, parce qu'il fait du convoyage maintenant, donc on l'a eu il y a un certain temps. Parle-nous de Denis, Marion, nous dit Mouton Gras. Ah, mais Denis, ça a été mon instructeur de vol. Ça a été mon instructeur de vol. Mais du coup, Mouton Gras, j'imagine que c'est Antoine, parce qu'il pose des questions de plus en plus précises, là. Ah, c'est possible. Antoine, est-ce que Mouton Gras est Antoine? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Il va nous dire oui ou non. J'ai hâte d'avoir la réponse. Mais Tout oui, à fait. Denis, Voilà, il s'est dénoncé. tout à fait. Bienvenue, Antoine. Oui, donc en fait, au-delà de cette question-là, on peut en profiter pour dire, et tu peux le confirmer aussi aujourd'hui en tant qu'instructrice, c'est une relation particulière entre un élève et un instructeur. C'est une relation de confiance et ça doit passer, sinon ça marche pas. Total. Mais en fait, Mouton Gras, c'est-à-dire Antoine, fait référence, j'imagine, au fait que sur la fin, ça s'est un peu fight entre mon instructeur et moi. Du coup, malheureusement, j'ai dû continuer la formation avec un autre instructeur, ce qui m'était jamais arrivé sur toute ma Ah oui, formation. d'accord. Ok. Et c'était, comment dire, pour des raisons aériennes, on va dire, ou c'était plus des notions de caractère incompatibles ou Non, c'était vraiment de l'humain, en fait. C'était vraiment de l'humain. Moi, j'avais vraiment besoin de terminer rapidement ma formation. Et lui, il était vachement à la cool. Et en fait, si vous voulez, vu que j'étais chez Aéropi où c'était très carré, c'était un ATO. Donc, bon, même à COP aussi, c'est un ATO. Hein, mais Aéropi, il y avait vraiment il y avait des heures précises, des trucs. Et j'étais standardisée pour faire tac, 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 tac. Et à la COP, ils sont top, vraiment top. Mais c'est à la cool, quoi. Et c'est vrai que mon instructeur était un petit peu trop cool pour moi et j'ai pas accroché. Humainement, il était plutôt sympa, mais c'est vrai que même sur la partie, ouais, mais pareil. En fait, sur la partie instruction, j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'on faisait, donc oui, c'est pas vrai ce que je dis. C'est en fait sur la partie aéro, je suis très d'accord. D'accord. Bah écoute, ça a le mérite d'être clair. Après, c'est vrai que alors la COP c'est une ATO, donc pour être précis, hein, c'est un Approved Training Organization. Donc une école agréée par la DGAC pour délivrer des formations professionnelles. Mais par contre, c'est vrai que ça porte le nom d'Aéroclub. D'ailleurs, Aéropyrénées aussi est une ATO, mais peut-être que les approches sont différentes. Et on peut préciser aussi que les manuels de formation peuvent être différents au niveau de la forme d'une école à l'autre. Alors que le fond, on a la même chose, hein, on finit avec le même niveau. Mais par contre, l'approche n'est pas tout à fait la même. Donc finalement, toi, ce qui te convenait mieux, c'est comment dire, cet aspect un peu plus rigide, ce cadre qu'il te fallait? Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Ok, bon, j'ai bien résumé. Je suis en train de regarder l'heure, il est 50, il faut qu'on tourne la dernière page de l'émission, donc la foire aux questions, remise de gaz. Si vous avez des questions à poser à Marion, vous avez encore 5-10 minutes pour le faire, avant qu'on termine. Donc on tourne la dernière page de l'émission et on écoute vos dernières questions. Foire aux questions remise de gaz qui vous est ouverte à partir de maintenant pendant à peu près 5 minutes avec Marion. Pour terminer cette émission, il y en a déjà deux de côté, ou plutôt une question, plutôt un témoignage qu'une question de The Catarax qui nous dit « Le plus dur, c'est surtout de trouver un poste quand tu fais une formation sans partenariat. » Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au partenariat? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'il faut se méfier? Est-ce que ce sont des arguments de vente? Quel est ton avis là-dessus? J'ai pas assez de recul là-dessus parce que la seule école que je connais qui en avait, c'était avec Volotea, ce qui a plutôt marché. Mais en fait, si vous voulez, enfin après, hein, de ce que je sais, hein, je suis pas calée du tout là-dessus, donc j'aimerais pas m'avancer. Mais de ce que j'avais entendu, c'est qu'ils sélectionnent qu'une partie. Et encore, pareil, c'est un peu selon la parole des instructeurs. Moi, par exemple, j'ai un ami qui est rentré chez Volotea. Lui, c'est ce qu'il me disait. S'il me dit, moi, je suis instructeur, donc je suis rentré chez Volotea alors que j'ai jamais été élève chez eux. Et pareil, en fait, on me demandait à moi en tant qu'instructeur quel élève choisir pour ce partenariat. Ouais. Donc, au final, je sais pas vraiment si c'est pas plus un argument de vente. Après, je pense que ça reste une certitude que s'il y a des partenariats, vaut mieux, à prix égal, vaut mieux avoir une école avec partenariat que rien du tout, quoi.
Ok, d'accord. Nico, un petit avis là-dessus ou pas? Ah, ton micro est coupé, mon cher Nico. Ah oui, c'est coupé. Voilà. Je l'ai mis en route. Là, j'étais dans d'autres pensées, là, je repensais un peu à d'autres choses. Excusez-moi. Ok, d'accord. Autre petite question de Baogang qui demande, tu parlais de ton expérience de pilote éco-radar, comment on devient pilote éco-radar? Comment ça s'est passé pour toi? Le cursus, en fait, c'est juste par connaissance et il y a une sélection, comment ça se passe? Oui, en fait, c'est par. J'avais pris contact, enfin, mon ami m'avait donné le mail du directeur, enfin, du président, quoi. Et après, c'est une formation qui dure 2 à 3 semaines. Mais je veux dire, en fait, à partir du moment où on a un PPL, on peut prétendre au poste de pilote éco-radar, hein. D'accord. Bon, sans être indiscret, dans la rémunération, c'est de base, on gagne plutôt bien. Comment ça se c'est- passe? C'est un SMIC. En fait, vous êtes payé au SMIC, mais au final, en taux horaire, moi, je me souviens que j'avais un contrat à 1 380 € exactement, mais j'étais jamais à plus de 25 heures par semaine. Ah oui, Et si je dépassais quelque chose comme 90 heures par mois, j'avais des primes en fait. Donc si ok. vous voulez, on ne travaillait pas tant que ça. Au début, moi ça me plaisait bien parce qu'en fait, ça m'aurait permis, bah maintenant je suis dans le sud, mais ça me permettait de faire, ça m'aurait permis de faire de l'instruction aussi parce que du coup, ils répartissaient quand même assez bien les plannings. Du coup, on travaillait 2 jours dans la semaine et les autres jours, bah, on était off. Donc Ouais. au final, on avait quand même, j'étais en CDI et j'avais quand même, mais à chaque fois, j'avais au moins 1 400 €. En plus, il y a les dédommagements là, de frais kilométriques. Là. Pareil, ils nous payaient le repas à hauteur de 6,50 € par jour. Donc si vous voulez, on était très bien lotis, hein. Ouais. Enfin, je trouve que pour un job d'appoint, c'était un très bon rapport qualité, quoi. Ouais, et comme tu le disais, ça permet aussi de rester en contact avec l'aérien, et ça, c'est super important. Oui, oui, total. Et puis en plus, vous évoluez avec moi, mes collègues, quasiment tous, ils étaient instructeurs de vol. Donc si vous voulez, on reste dans le monde de l'aérien à 100%, quoi, Ouais, super. en termes de fréquentation et d'expérience. Bon, bah voilà, ça peut donner en tout cas des pistes ou des idées à ceux qui sont, ou celles qui sont dans ces situations-là et qui peuvent, qui cherchent quelque chose. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça peut être une bonne piste. Alors, petite question sur la partie instruction, et puis après, bah, je te passe la parole, mon cher Nico. Donc, Marion, tu nous as dit que tu étais dans le sud aujourd'hui. Tu voles où? Dans quelle école? Sur quelle machine? Et avec et combien tu as d'élèves en gros? Alors, actuellement, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 14 des élèves. Je suis dans une école, c'est un aéroclub, ça s'appelle l'Aéroclub du Soleil, je suis à Cuers. D'accord. Mais on va switcher, on va le passer en ATO dès que possible, là, parce qu'il y a vraiment de la demande dans le sud. Donc, il y a déjà des instructeurs qui sont compétents et moi, c'est une aventure qui me tente vraiment. Donc, c'est la raison pour laquelle on va essayer de le passer en ATO dès que possible, quoi. Ok. Tu voles sur quel type de machine en général? Là, on a un PS28 qui est fraîchement arrivé. On en a un autre qui va arriver également. J'ai volé d'abord sur le DR400 et on a également un PA28. Après, il y a le Cirrus. Sur le Cirrus, je ne suis pas encore lâché Cirrus, mais ça ne saurait tarder. Ah, voilà, c'est le prochain objectif 2024 alors. C'est ça. C'est dès que possible, je demande ma mutation sur le Cirrus. D'accord. Donc, vous anticipez peut-être faire un peu d'IFR aussi, plus tard? Bah oui, totalement, parce que du coup, si on le passe en ATO, c'est pour faire CPL, IRME et IRSE. D'accord. Donc, en ATO, on a, comment dire, plus de postes clés, hein, parce que c'est quand même une structure qui est déclarée à la DGAC. Il faut un responsable pédagogique, il faut un chef pilote, il faut un responsable conformité, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que toi, tu envisages de prendre un de ces postes à terme? Est-ce que finalement, l'instruction ne serait pas plus qu'une voie d'attente, entre guillemets, pour toi? Ah bah si, totalement, puisque au final, c'est monter l'école, c'est vraiment quelque chose, enfin c'est vraiment un projet que j'ai et si je le fais, enfin en tout cas si j'aide au développement, c'est vraiment pour avoir un de ces postes-là, que ce soit chef pilote ou la conformité, ça m'intéresse pas trop parce que j'ai une copine qui l'a fait pendant un moment et c'est un petit peu trop de paperasse pour moi, mais pourquoi pas? De toute façon, c'est toujours de l'expérience qui est bonne à prendre, hein. Et aussi de la formation d'instructeur.
Ah oui, oui, bah ça évidemment. Ah oui, ça c'est sûr. D'accord, ok. Donc on retrouvera Marion qui nous fera de la psychopédagogie très prochainement alors. J'espère, oui. Nico, tu voulais poser une question? En fait, c'était les deux questions que je voulais poser. Ah ben d'accord. Où tu faisais de l'instruction et ton avenir immédiat. Donc bah voilà, tu as répondu. Exact. Ton avenir immédiat, bah, ce sera le montage de la Ben, théo. ça serait intéressant peut-être de refaire un sujet là-dessus sur comment est-ce qu'on monte une école, avoir un témoignage. Ça pourrait être pas mal. Ouais, ça pourrait. Ouais. Ouais, 6 mois, 1 an. Ouais. Voir d'ici 6 mois, 1 an. En plus, QRS Nîmes, ça va vite hein, en avion. Hein. Comment? QRS Nîmes, vous êtes à Nîmes, vous, c'est ça? Eh oui. Ah, excellent. Ah oui, c'est rapide. C'est pas très loin. Enfin là, Nico, il est pas à Nîmes du tout, il est tout là-haut. Tout là-haut, mais il va revenir. Ah, il est dans le nord. Mais voilà. on va se rapprocher du sud. C'est la meilleure ville. Ok. Là, j'ai la pluie qui me manquait un peu. Oh bah ouais, bah voilà. Bah là, t'en aurais eu un peu hein, quand même aussi un peu. Hein. Bon, bah, comme ça. Ok. Bon bah écoutez les amis, il est pile poil 22h à ma montre. Est-ce que c'est on l'a où l'heure déjà? Ah oui, elle s'affiche plus, tiens, c'est bizarre. À Quartz. Je dois aller sur QRS voir mon pote affiche. Ah bah voilà, il y a Free Flight qui va aller aussi à QRS. Donc tous les grands de ce monde se retrouvent à QRS et ça fait plaisir. Marion, on te remercie d'avoir participé à cette zone aéro. Ça nous a bien fait plaisir de découvrir et de voir ton parcours. Merci beaucoup Marion. Merci beaucoup Marion. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Non, mais le côté élève et tes difficultés. Tu t'as donné beaucoup de conseils. Tu as donné beaucoup de conseils, je trouve, pour les futurs clients d'école. Ta façon de choisir une école. Ta façon de choisir une école est très intéressante. Ouais, ça va sauver, Maintenant, Seb, maintenant on peut plus cacher les. On peut plus cacher les. Ah mince, fallait pas dire, je suis désolée, je savais pas que c'était des secrets. Non, voilà. Par contre, j'ai vu, il y a dans le chat, on a recommandé des écoles et tout ça, donc ça, nous, on ne participe pas à ce débat-là. Chacun amène en fait une expérience, mais on n'est pas en partenariat avec personne et on ne souhaite pas d'ailleurs mettre en avant telle ou telle personne. C'est pas l'objectif. Avec Seb, on a fait. Avec Seb, on a fait des écoles, mais on les a pas toutes faites, on les connaît pas tous. Encore, on pourrait effectivement vous déconseiller. Mais elles n'existent plus. C'est réglé. Mais elles n'existent plus. Voilà. Et il y a de bonnes raisons pour lesquelles elles n'existent plus. Effectivement, Marion en a parlé un peu tout à l'heure, mais ça va encore un peu au-delà. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans ce débat-là. Merci Marion, parce que... Voilà. En tout cas, merci Marion, parce que tu as donné de bons conseils. Super, merci beaucoup à vous pour l'invitation, c'était avec plaisir. Alors, on va t'inviter à rester un petit peu avec nous, comme ça on se retrouve juste après l'émission pour faire un petit débrief rapide. Donc si tu veux, tu peux recouper ton micro et on se retrouve juste après, une fois que le générique sera terminé, qu'on aura fait le raid. On remercie également utilisateur anonyme 00, qui pour le coup va rester anonyme, qui nous dit que j'ai ma nièce en BTS aéronautique à Nîmes. Bah oui, on se retrouve aussi à Nîmes. Et c'est bien aussi les BTS aéronautiques, il y en a de plus en plus. Pour les gens qui sont intéressés, qui ne peuvent pas ou n'ont pas forcément envie d'être pilote, il y a aussi pas mal de débouchés là-dedans en ce moment. On vous entend en triple. Ah bon, on nous entend en triple? Bon, en tout cas, tu dis utilisateur anonyme. Si le live t'a plu, n'hésite pas à cliquer en dessous et follow la chaîne. Et on te retrouvera avec grand plaisir dans la zone aéro. Très bien. Alors, on enchaîne sur le programme à venir, puisqu'on arrive en fin d'émission. Alors, hop, on bascule. Voilà. Donc, pour le programme de la zone aéro à venir, on va commencer par l'émission Push to Talk, les amis. J'avais déjà un follow sur la chaîne en off il y a quelques temps. Ah bah d'accord, très bien. Donc le dimanche 7, c'est ce dimanche-là et le dimanche 21, on va vous donner rendez-vous à 19h pour le lancement de la première de Push to Talk. Qu'est-ce que c'est que Push to Talk? Vous avez l'émission du mercredi comme ça, avec Nico, on reçoit des gens, on discute, on aborde des thèmes plus ou moins techniques, on parle d'avions, on parle de ceux qui les font voler, on parle
d'aérien en règle générale. On rencontre des pilotes. Et là, maintenant, on va lancer donc Push to Talk. On va être un petit peu en retrait de ça, nous personnellement. Enfin, vous allez peut-être voir Nico ou moi dimanche, ça va dépendre. En fait, vous allez retrouver toute une équipe de chroniqueurs. Si vous voulez les connaître, ces chroniqueurs, vous pouvez déjà le faire en allant sur le site de lazoneaero.fr, rubrique Push to Talk. Et sur cette rubrique, vous avez déjà une petite grille des gens qui vont participer. Et j'annonce tout de suite que cette grille va encore s'étoffer. Il y a des gens qui sont en attente et elle va être incrémentée au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est que nos chroniqueurs se positionnent sur les lives, premier dimanche ou troisième dimanche du mois, proposent un petit sujet. Et l'idée, c'est de discuter tous ensemble. Donc, les gens vont pouvoir discuter entre eux. Les chroniqueurs vont pouvoir discuter entre eux également. Et puis, vous allez aussi pouvoir discuter avec nous en audio. Comment faire? Eh ben, vous irez sur le serveur Discord. Vous pourrez vous mettre dans la salle d'attente. Et puis, quand vous voulez participer à un sujet, un des modérateurs vous bascule sur le live et vous pourrez parler avec tout le monde, donner un point de vue, donner un témoignage, donner une opinion. Il n'y a aucun problème là-dessus, du moment que c'est dans la bienveillance et qu'on reste dans les critères classiques. Il n'y aura aucun problème. L'antenne vous est ouverte. On est là-dedans. On est dans la libre antenne de la zone aéro. Push to Talk. Premier dimanche du mois, troisième dimanche du mois, donc notez bien dans vos agendas, rejoignez-nous, 19h, 21h. Excellente idée, bah oui, on essaye. Merci Elisa. Oui, rappel de recherche modérateur. S'il y a des gens qui sont modérateurs sur Twitch, qui connaissent bien la plateforme et le système, on aura besoin aussi de coups de main. Donc n'hésitez pas à contacter Julo18, là qui est dans le chat, qui vous expliquera un petit peu le principe de fonctionnement et puis de ce qu'on attend de la partie modérateur, parce qu'on va avoir besoin aussi de coups de main. Donc n'hésitez pas, on peut même vous expliquer comment ça se passe. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire, on vous accueillera avec grand plaisir et je pense qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe de modération. Voilà, ils pourront peut-être confirmer, les amis. Donc voilà, pour Push to Talk, le 7 et le 21 janvier. On continue avec mercredi prochain, le 10 janvier 2024 à 20h30. On va rencontrer un pilote de ligne, c'est Mathieu Soriano, qui est à la fois pilote de ligne. Donc on parlera de son expérience et de sa carrière de pilote de ligne. On parlera aussi de son expérience de coach mental, puisqu'il est entrepreneur, il a monté pas mal de choses. Et on va voir comment il jongle entre le métier de pilote de ligne et ce métier de coach mental qui est orienté également dans l'aéro. Donc Mathieu Soriano la semaine prochaine. On continue le 17 janvier à 19h30. Donc le 17 janvier à 19h30, on va changer un petit peu de machine. On va s'orienter sur le paramoteur puisque nous aurons la chance de recevoir en studio ici, non pas un invité, mais deux invités. Le premier invité, il s'appelle Fabrice Cambon, il est instructeur paramoteur et avec lui, eh bien, vous pourrez découvrir ce que c'est que le paramoteur. Vous verrez que c'est intéressant parce que le paramoteur est aussi ouvert aux personnes qui sont en situation de handicap moteur. Et il existe des chariots, enfin tout un tas de choses, on pourra en parler avec lui. Et puis, il vous expliquera un petit peu comment le matériel est composé, comment se déroulent les formations, combien de temps il faut. Et il pourra vous expliquer aussi comment on peut acquérir une licence de paramoteur. Donc c'est le 17 janvier à 19h30, retenez bien, c'est pas 20h30, ce sera 19h30, et on aura également un invité surprise qui sera là, qui est intéressé pour apprendre le paramoteur. Donc on va faire rencontrer ces deux invités, j'en dis pas plus, et cet invité, peut-être, vous qui suivez Twitch de manière assidue, peut-être que vous le connaissez, mais on vous fait la surprise. Amixem, non c'est pas lui, de toute façon je ne dirai pas qui c'est, vous verrez le 17 janvier à 19h30. Voilà, donc les deux seront évidemment ici au bar de la zone en studio et Nico probablement aussi. Hein, voilà. Yes. On continue, allez, avec le 24 janvier, notez bien cette date pour les amateurs. Un agenda chargé, bah oui, évidemment. Donc, le 24, retenez bien le 24, nous aurons la chance d'avoir un ancien général de l'armée de l'air, c'est notre ami Patrick Dutartre qui viendra nous voir dans la zone aéro, donc ancien général, ancien leader de la patrouille de France également, il est toujours consultant, vous le voyez peut-être régulièrement sur les chaînes d'information continue, et avec lui on va rentrer dans un sujet qui va être passionnant, on va parler de l'humain au centre des combats aériens, on va parler de la culture du pilote de combat.
et il a une expertise immense dans le domaine, donc on va préparer un petit peu tout ça avec lui, mais notez la date, ce sera en visio le 24 janvier à 20h30, la culture du pilote de combat oriental-occidental quand ils se rencontrent, lequel attaque le premier, voilà, on va parler un petit peu de tout ça, de la formation de ces pilotes de combat, comment est-ce qu'ils sont formés d'un pays à l'autre, ce sera plein de questions qu'on pourra poser, que vous pourrez aussi poser à Patrick Dutartre en direct et on relaiera toutes ces questions-là. Voilà, donc on va plus loin que LCI, CNews, BFM et j'en passe. Là, vous pourrez directement poser vos questions à l'invité. C'est pas beau? Et on termine ce mois de janvier sous un rotor, sous un hélicoptère, avec Julien Picard, qui est pilote-instructeur, pilote d'hélicoptère SAMU, une grosse expérience sur hélico, notamment dans l'armée de terre. Et il viendra, on devrait l'avoir en visio pour nous parler un petit peu de sa carrière, des formations de pilote d'hélicoptère et surtout de son expérience en tant que pilote SAMU. Donc ça devrait être une émission très intéressante. Donc voilà pour le programme du mois de janvier. J'espère que ce programme va vous plaire. Enfin, vous plaît. Et puis, on vous prévoit encore beaucoup de choses pour février, mars, etc. Vous voyez, on a bien bossé. On est assez content. Ah oui, si, on va l'annoncer quand même. Le 7 février, on le annoncera fin du mois, mais le 7 février, il faut noter votre date. Pourquoi? Parce que vous pourrez poser vos questions à un ministre, un ancien ministre. Ce sera Jean-Baptiste Djebari qui sera avec nous en direct dans la zone aéro. Et évidemment, on sait son parcours de pilote, son parcours de ministre, c'est un passionné d'aviation, c'est un défenseur de l'aviation. Et, il nous a dit oui, donc on aura Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre des Transports, avec nous le 7 février prochain. Voilà, bon, on arrive au terme de cette émission. Le programme, on en a parlé. Je vous rappelle que vous avez... Hop, je vais revenir sur le mode antenne. Voilà, comme ça on se voit mieux. Je vous rappelle que vous avez accès au replay des différentes émissions de la zone aéro. Ça se passe sur YouTube. Et puis ça se passe également sur les podcasts, puisque chaque semaine, notre ami Julot nous met à disposition les podcasts de l'émission de 15 jours en arrière. Les abonnés Twitch peuvent avoir le replay immédiatement pendant 14 jours. Voilà, c'est un avantage des abonnés de Twitch en tout cas. Sinon, 14 jours après, vous avez le replay de la zone aéro sur la chaîne YouTube de la zone aéro. Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, vous mettez un petit like et n'hésitez pas aussi à republier, si vous le pouvez, les volets replay qui vous plaisent, parce que comme ça, les gens connaîtront un petit peu plus et on se retrouvera encore plus nombreux pour alimenter encore plus de questions. Voilà. Que dire d'autre encore? Les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, on est sur tous ces réseaux-là. On alimente le programme. Vous savez chaque semaine de quoi on va parler. Et puis donc Push to Talk dimanche prochain via le serveur Discord. Est-ce que je peux avoir une invitation pour Discord ou c'est payant? Non, c'est totalement gratuit. Pour le Discord, est-ce que je l'ai ici? Il faudrait regarder, c'est peut-être plus la bonne, celle-là, je sais pas. En fait, il suffit d'aller sur le site de la zoneaero.fr, mon cher Max. Tu descends la page d'accueil et dans le bas, tu as un petit picto Discord. Il suffit de cliquer sur ce lien-là et normalement, tu devrais accéder. Il faut accepter le règlement. Une fois que tu as accepté le règlement, tu as accès aux différents salons. Voilà, c'est fait. Julot vient de poster normalement le bon lien. Voilà, merci à vous les amis. Merci à cette magnifique modération qui nous aide chaque semaine. Et en semaine aussi pour vous proposer ces émissions qu'on retrouvera avec grand plaisir dimanche prochain. Que dire de plus? Que dire de plus? Ah bah voilà, je vois il y a des gens qui sont en train de liker les publications. Merci à vous de nous suivre dans tous les cas. Dans un instant, on va faire un petit raid, puisqu'on arrive donc en fin d'émission. Il y avait Omgi qui était là tout à l'heure, mais qui n'est plus là. Qui est-ce qu'on va aller voir? Parce que... Toc toc. Écoutez les copains, je vous propose de basculer. Est-ce qu'on a des gens qui font du simu encore ou pas? Je suis en train de chercher, mais je ne vois pas. Toc toc toc. À moins que y a qui en live? Bah il y a Sam. Il y a Sam qui fait The Witcher 3. Il y a Quentin aussi de la cantine. Tiens, on va peut-être. Ça fait un moment qu'on n'a pas été chez Quentin. Chez Sam, on y a été en fin de semaine dernière, d'année dernière. Je vous propose, à la limite, de basculer chez Quentin. Donc la cantine pour la chaîne, les amis.
Je laisse Julot préparer le raid. Tu me dis, Julot, quand le raid est prêt. Donc, on va basculer chez Quentin. On va pas aller loin parce que Quentin, il est du côté de Montpellier. C'est pas si loin que ça. Hein. Voilà, donc restez avec nous le temps du raid et vous envoyez plein de petits avions à Quentin qui est super sympa. On vous souhaite une très bonne soirée. On vous donne rendez-vous, n'oubliez pas, dimanche. Hein, c'est dimanche à 19h pour Push to Talk. Et puis, mercredi prochain, 20h30, avec Mathieu Soriano. Passez une belle semaine. Merci Nico. Rendez-vous dimanche ou mercredi. Bonne soirée. Bonne soirée. Et puis, eh ben, on va voir. On va voir ça off, ça soit toi ou moi, on verra. Je suis sur la route. Bonne soirée à toutes et tous. Merci à la modération. Merci à vous d'avoir été présents. Et rendez-vous dimanche ou la semaine prochaine. Et bonne année encore. Ciao, bye bye les amis.